Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Et moi, c'est LP. Aujourd'hui, 8e segment de notre top 100 revisité. Donc, on achève, il reste seulement 3 vidéos. Oui, puis là, évidemment, plus on avance, plus on a des gros morceaux. On salue tous les gens qui participent à notre pool top 100 qui a lieu sur Discord. Pool où on va faire quelques tristes, je pense, quelques malheureux aujourd'hui. Ouais, donc le pool, c'est qu'on faisait, les gens de notre communauté Patreon pouvaient choisir des jeux qui allaient composer notre top 10, puis là, on va faire un certain nombre de points pour les jeux qui ont eu correctement, et si on réussit à trouver les positions exactes, ils vont faire des points bonus aussi, ce qui est pas facile. Non, parce que même pour nous autres, on a évidemment fait nous-mêmes le top 10 de l'autre en cachette, qu'on ne s'est pas encore révélé, nos prédictions, puis on va se révéler ça à la fin, on verra qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu. Puis c'est pas si facile que ça, même pour nous, fait que j'ose pas imaginer pour d'autres. Voilà. Donc, on commence ce segment avec notre numéro 30. C'est donc parti. J'ai commencé avec mon numéro 30, un autre jeu d'un auteur prolifique qui est plusieurs fois sur nos deux listes, M. Lang. Et je nomme finalement Cthulhu Death May Die, qui est donc en 30e place, Cthulhu Death May Die, un jeu de 2018, je pense, 2019, qui était passé sur Kickstarter, qui avait l'air de rien initialement quand il était passé. On était plusieurs à le prendre un petit peu de haut en disant que ça a l'air d'être un projet, ça a l'air d'être un projet facile de Simon. Dire on va prendre Toulouse, on va mettre des mini, on va garocher ça sur le plateau, puis on va faire plein d'argent avec ça. Ce qui était vrai, mais on a quand même eu un excellent jeu. Cthulhu Death May Die, on va avoir des joueurs qui vont incarner des investigateurs qui sont virés complètement fous parce que le grand ancien s'est réveillé. Les cultistes sont en train de terminer un rituel pour le faire apparaître et on doit interrompre ce rituel-là et renvoyer le grand ancien à coups de pied en derrière d'où il vient. Fait que c'est un jeu quand même assez classique dans sa forme où les joueurs vont prendre leur tour, chacun leur tour, vont faire des déplacements, prendre des actions, attaquer des cultistes. On va lancer un paquet de dés qui ont des symboles dessus. Si on obtient suffisamment de symboles, on réussit à éliminer les ennemis, les monstres. Puis selon le scénario qu'on a choisi, on va avoir plein d'objectifs différents à atteindre. Mais le jeu, il y a quand même plusieurs petits twists qui vont venir se démarquer de d'autres jeux de ce type-là. La base, c'est la construction d'un scénario. C'est peut-être son plus grand atout. La façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va choisir le scénario qu'on veut faire. Fait que là, les cultistes sont en train de faire tel plan dans tel coin. Et on va choisir le grand ancien, le vilain. Les cultistes viennent, le scénario plutôt va venir avec un deck de cartes d'événements et de cartes d'équipement, de fouilles spécifiques à ce scénario-là. Les monstres vont être spécifiques à ce scénario-là. La construction du plateau va être spécifique à ce scénario-là. Puis quand on vient plugger, si vous permettez l'anglicisme, le grand ancien à ce scénario-là, on va avoir un autre groupe de monstres qui va venir s'y mélanger, des règles spéciales qui vont venir changer le scénario. Puis juste dans une boîte de base, on va avoir deux grands anciens différents, puis 5 scénarios, 4 scénarios, quelque chose comme ça. Fait qu'on a déjà beaucoup de configurations. Puis si on achète l'extension, si on a une version qui était passée par le sociofinancement, on a beaucoup de scénarios différents, beaucoup de grands anciens différents, ce qui fait énormément de possibilités en termes de variabilité d'un scénario à l'autre, d'une partie à l'autre. Fait qu'on ne jouera jamais la même partie 2 fois. Ça, cet aspect-là est intéressant. Puis en plus de ça, j'aime beaucoup la mécanique de combat, en fait de jet. Pas nécessairement de combat, mais de jet. Peu importe le jet qu'on a à faire, le jet de compétences, éteindre un feu, attaquer un ennemi, etc. Dans la mesure où, quand on va prendre ces jets, on va venir de plus en plus fou. On a une piste de folie qui progresse. Cette piste de folie-là, plus elle est avancée, elle compte en quelque sorte comme notre expérience. Fait que plus elle est avancée, plus on va débloquer des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités. On va être extrêmement puissant éventuellement, mais si on va au bout de cette piste-là, on meurt. S'il y a un joueur qui meurt, la partie est finie, sauf si on arrive au moment où le rituel est terminé puis le grand ancien est sur le plateau. Là, les joueurs vont s'éliminer les uns les autres. Puis c'est un jeu qui va faire des moments, ce que j'appelle des moments wow, où
un joueur, justement, dans son dernier tour de jeu, va faire un déplacement, parce qu'il y a une règle dans le jeu qui dit que si je me déplace, si je quitte une case sur laquelle il y a des ennemis, les ennemis me suivent. Fait que si pendant mon tour de jeu, je peux décider de partir à la course puis de ramasser tous les ennemis en sachant que je vais mourir parce qu'ils vont m'attaquer à la fin de mon tour de jeu, ben on va s'attaquer mutuellement, en fait, à la fin de mon tour de jeu. Mais là, je vais avoir ouvert le chemin pour David pour qu'il puisse aller fournir, faire le coup final sur le grand ancien qu'on avait absolument besoin, puis il n'aurait pas été capable de le faire s'il y avait eu plein d'ennemis dans le chemin, par exemple. Fait que c'est un jeu qui va t'offrir plein d'opportunités comme ça. Fait que, tu sais, un système de règles super facile à comprendre. Le livre de règles il est vraiment pas si long que ça. Mon vidéo d'explication, je pense qu'il est 30 minutes, ce qui est très court pour ce genre de jeu-là. Du beau matériel. C'est pas des règles complexes parce que les règles, dans le fond, t'as comme un système de base, puis après le scénario vient tout modifier ça, puis changer ça. C'est intéressant comment chaque joueur a une espèce de carte de folie qui lui est distribuée au début de la partie, puis qui est un effet négatif, mais que tu es capable de transformer en effet positif si tu réussis à bien timer quand est-ce que ta folie se déclenche, entre guillemets. Fait qu'il y a vraiment des belles idées à l'intérieur de ce jeu-là. Il y a une 3e saison qui est passée par Kickstarter. J'ai embarqué là-dessus avec grand plaisir. Ça va être vraiment cool d'avoir des nouveaux scénarios, des nouveaux ennemis. Fait que vraiment un bon jeu de figurines de type Ameritrash de notre ami Eric Lang. En numéro 30, Cthulhu Death May Die. J'ai beaucoup aimé, moi, les climax que ça fait sur la fin de la partie, là, l'espèce de boss fight, justement. Ouais, c'est ça que je veux dire, le moment wow, là, quand le boss il apparaît, il est tough, il est gros, puis c'est pas, comment je dirais ça, c'est le genre de jeu que quand tu sens que la finale arrive, là, tout déboule très rapidement. Il y en a un qui meurt, il réussit à faire un gros move pour ouvrir la voie aux autres. L'autre meurt après, plus le dernier coup, il faut réussir à attaquer le boss en lançant un 15 dés dessus puis en annulant les résultats. C'est vraiment très très cool comment ça fonctionne. Fait que, un beau succès, puis mine de rien, je constate qu'il a maintenant percé le top 100. Oh, nice! C'est quand même 80e. Ouais, c'est très bien classé. Pour mon numéro 30, c'est un jeu que tu as déjà nommé au dernier segment. Puis un peu comme toi, c'est un jeu qui était très très haut dans mon dernier top 100, mais qui a glissé par de sa nature, que c'est un jeu campagne de Legacy, que j'ai évidemment pas rejoué dans les 5 dernières années. C'était justement mon numéro 5 au dernier top 100. Donc désolé aux pouleurs. Donc c'était Pandémie Legacy saison 1, que je mets en 30e position, ce qui est quand même pas mauvais pour un jeu que j'ai pas joué depuis 5 ans. Moi, je l'avais mis 32e, fait qu'on a vraiment un raisonnement similaire, probablement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une expérience unique. C'est vraiment un jeu qu'on va recommander à tout le monde qui ne l'a pas fait et qui aime les jeux coopératifs ou qui veut vivre l'expérience peut-être d'un jeu legacy, un jeu évolutif, puis qui ne sait pas par quel jeu commencer. Ben, tu commences par lui, puis c'est tout. Ouais. C'est ça. On en a parlé souvent. Là, c'est un jeu avec beaucoup de rebondissements. La narration, elle est engageante. On va avoir des moments où on va faire qu'ils s'en vont là, où il se passe vraiment ça. OK, il faut vraiment faire ça. C'est rendu ça l'objectif pour gagner. Il y a cette nouvelle sorte d'action qui vient d'apparaître. C'est vraiment plein de beaux moments comme ça où le jeu va totalement te surprendre puis t'amener ailleurs où tu n'aurais même pas pensé aller. Donc, c'est définitivement une belle expérience, mais son plus gros défaut, évidemment, c'est que c'est pas tant rejouable. Puis, oui, je pourrais refaire la saison 1, mais c'est comme écouter le 6e élément quand c'est le punch. C'est moins le fun. Fait que, un peu. C'est ça. Fait que Pandémie Legacy qui, tranquillement, avec le temps, va dégringoler, mais il va tout le temps garder une espèce de place parce que ça a été un jeu marquant dans les dernières années, puis je pense qu'il va le rester quand même longtemps pour beaucoup de joueurs. Donc, c'est ma position numéro 30, Pandémie Legacy saison 1. Super. Je continue avec mon numéro 29, qui était peut-être un de mes jeux les plus zigzags en termes d'appréciation. J'avais nommé cet excellent jeu Scythe de M. Stegmaier. Scythe, dans le fond, c'est un jeu que, pour qu'il soit encore dans mon top 30, c'est un jeu dans lequel j'inclus maintenant toutes les expansions qui existent, qui viennent corriger les petites choses qui m'achalaient après une douzaine, une quinzaine de parties. Scythe est entre autres les conditions de fin de partie. C'est une affaire qui me tombe un peu sur les nerfs, mais qui est corrigée avec les multiples extensions, les multiples façons de jouer. Fait que Scythe, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle de territoire mélangé avec de l'engine building. Grosso modo, ça revient à ça avec beaucoup de gestion de ressources, évidemment. On va contrôler une faction. Chaque joueur va contrôler une faction. On va avoir un certain nombre d'objectifs à atteindre. Dans le jeu de base, on va avoir des espèces de
d'objectifs qui doivent être atteints. Puis quand il y a un certain nombre d'objectifs qui est atteint par un seul joueur, la fin de partie va se déclencher. Puis selon une espèce de système qui a rapport avec la popularité que tu vas avoir, ça va donner de la valeur aux différentes ressources du jeu. Fait que le nombre de terrains que tu contrôles, de ressources que tu possèdes, d'objectifs que tu as atteints, ça va te valoir un certain nombre de points de victoire. Celui qui en a le plus l'emporte. Ton système de prise d'action est extrêmement simple et intuitif. C'est vraiment ça qui fait la richesse du jeu. C'est la façon dont tu vas gérer ta prise d'action, parce que le concept, c'est que tu as un plateau personnel qui vient de ta faction, puis tu as une espèce de plateau de prise d'action qui est l'orientation, mettons, socio-économique de ta faction. Fait que tu vas avoir deux séries de 4 actions qui vont être pairées ensemble. Puis quand ça va être à toi de prendre ton tour de jeu, tu vas choisir l'une des 4 actions, puis tu vas faire le haut de l'action. Et si tu peux payer le coût de ressources, tu vas faire le bas de l'action. Tout le monde a les mêmes 4 hauts d'action, entre guillemets. Tout le monde a les mêmes 4 bas d'action, mais ils ne sont pas placés en paire de la même façon. Fait que mon action de déplacement d'unité peut être associée avec mon action de création de mech, alors que mon action de production va être associée avec mon action de création de bâtiment, puis l'autre joueur, ça va être le contraire. Fait qu'il va falloir que tu bâtisses ton empire en suivant ces différentes actions-là. L'une des grosses twists mécaniques du jeu, c'est que l'une des actions que tu peux prendre, c'est d'améliorer tes actions, d'upgrader ton empire. Puis quand tu upgrades ton empire, c'est que tu vas déplacer des cubes qui sont dans le haut de ton plateau vers des cases vides qui sont dans le bas de ton plateau. Quand tu enlèves un cube de ton plateau, tu améliores une action. Fait qu'au lieu de produire avec 2 cases de production, je produis avec 3 cases de production. Au lieu de déplacer 2 unités, j'en déplace 3. Au lieu de faire 2 argent quand je fais telle action, j'en fais 3, et ainsi de suite. Je découvre une nouvelle icône qui améliore mon action. Puis quand je vais placer mon cube sur le plateau du bas, ben je réduis le coût de cette action-là. Fait que mon bâtiment, au lieu de coûter 3 bois à construire, il en coûte maintenant juste 2. Fait que là, après, à toi de voir, à chaque fois que tu fais ton amélioration, quelle action je vais améliorer dans le haut, puis quelle action je vais améliorer dans le bas. Fait que c'est super satisfaisant parce que tout ce que tu fais, c'est positif. Tu te rends compte des fois à la fin de la partie que ton adversaire a optimisé son engin plus efficacement et plus rapidement que toi. Mais tu as quand même eu du fun à chaque fois que j'enlève des petites affaires. Puis toutes les recrues que je vais avoir, c'est des espèces de petits cylindres que je vais aller placer sur mon plateau de faction personnelle, mais je les plane mon plateau de mon plateau de prise d'action. Ça libère des icônes, que quand mes voisins vont prendre des actions, ça va me donner des bonus. T'sais, tout ce que je fais quand je prends un mec et puis je le déploie, ben, je découvre une icône qui me donne un nouveau pouvoir spécifique à ma faction. Fait que tout ce que tu fais, ça s'améliore. Fait que ça améliore ta faction. Fait que c'est vraiment cool comment ça fonctionne. Rajoute à ça des cartes de rencontres qui sont des lieux que tu peux faire, qui sont vraiment magnifiquement illustrés. Le visuel du jeu, ça a été un gros atout du jeu depuis toujours quand il est sorti. Puis c'est une espèce d'univers avec des mecs, mais dans une espèce de crise de révolution du 19e siècle. Fait qu'une espèce d'univers parallèle, une espèce d'Uchronie de l'Europe de l'Est avec les guerres qu'il peut y avoir à l'époque. Fait que c'est vraiment un univers intéressant, un visuel qui est intéressant. C'est assez réputé que le jeu sont partis du visuel pour créer un univers, puis après développer le jeu à la suite de ça. Je trouve que ça a fait un super beau produit. Il y avait initialement la condition de fin de partie qui avait des petites choses qui m'accrochaient, mais il y a des extensions qui viennent la modifier, qui viennent la changer, qui viennent amener de la variabilité à ça. Tu as des extensions qui ajoutent des nouvelles factions, qui ajoutent des engins volants, et tu as une superbe campagne que j'ai faite à 2 et à 3 joueurs, qui est hyper intéressante, qui est réinitialisable, donc on peut refaire autant de fois qu'on veut. On n'a pas les surprises narratives, mais on peut la refaire autant de fois qu'on veut, puis c'est super intéressant comment elle fonctionne. Puis en plus, pour une fois, ils ont fait une extension de campagne qu'à la fin de l'extension, tu débloques genre 6 ou 7 modules différents qui deviennent des extensions que tu peux jouer de façon indépendante et autonome, dont une version coopérative à 2 joueurs de side qui est intéressante parce qu'il y avait déjà un mode solo qui existait. Fait que c'est vraiment, pour moi, encore un excellent jeu. Fait que peut-être glissé un petit peu parce qu'il était 14e la dernière fois, manque peut-être d'occasion de l'avoir sorti. Puis des fois, les big box, parce que j'ai l'espèce de boîte gigantesque avec tout le stock dedans, ça amène la complexité, parce que des fois, j'ai le même problème avec d'autres jeux sur lesquels je reviendrai, mais ça amène la complexité qui est plus difficile à sortir. C'est pas comme j'ai la boîte de base, je l'ouvre, j'ai le plateau, j'ai mes 5 factions, on distribue, puis on parle, non, j'ai comme plein de cartes, plein de decks différents, plein de morceaux différents, quelle extension on veut mettre, quel module on veut ajouter. Fait que des fois, ça le rend plus difficile à sortir, puis il peut avoir glissé un petit peu avec ça, mais quand même, il se garde une belle place dans mon top 30, Scythe en 29e place. Génial.
Mon numéro 29, c'est un jeu qui était au rang 39 dans mon top 100. Fait que c'est un jeu qui a gagné des rangs, celui-là. Puis c'est Unlock. Donc, je suis Ok. un gros fan de jeux d'escape room. Évidemment, tous les board games qui sont un peu inspirés des escape rooms, j'essaie d'au moins essayer tous les systèmes qui ont été faits. Mais Ouais. Unlock reste quand même un des meilleurs, un des très bons qui est sur le marché. C'est un jeu dans lequel on va acheter une boîte qui a 3 scénarios. Puis je pense qu'on est rendu à 12, entre 12 et 15 boîtes à peu près de sortie. Ils en font à peu près 3 boîtes par année. Fait que depuis 2016, ils en sortent pas Ouais, il y mal. en a pas mal. Donc, tu as beaucoup de choix si tu veux jouer des unlocks. Puis c'est le genre de jeu qui est facile soit emprunté à quelqu'un qui les a ou si tu as une bibliothèque municipale qui loue des jeux puis qui en a, c'est parfait. Ou si tu as il y a certains des fois pubs ludiques ou des boutiques de jeux qui font de la location. C'est genre le jeu idéal pour de la location. Parce que une fois que tu as fait les 3 scénarios, ben, tu as fait les escape games. Fait que t'as plus rien à faire avec le jeu. T'as plus tant de raisons de le garder anyway. Là. Fait que c'est un Ouais. beau jeu à louer plutôt qu'à acheter. C'est un jeu qui fonctionne uniquement avec des cartes et une application mobile. Des fois, il y a quelques petites composantes en carton ou des trucs, un poster ou un truc spécial pour un scénario X, là, mais la majorité du temps, c'est un paquet de cartes. J'aime ce que le jeu a fait aussi pour apprendre à jouer dans la boîte. T'as un petit tutoriel d'une dizaine de cartes. Fait que tu lances un tutoriel qui prend 5-10 minutes, puis tu apprends comment jouer. Fait que ça, c'est intéressant parce que tu l'apprends dans l'action. Puis essentiellement, on va avoir certains types de cartes. Il y a des cartes qui peuvent se combiner ensemble. Fait qu'on va additionner les chiffres. Puis ça va nous permettre d'aller chercher une autre carte dans le deck. Des fois, on peut trouver des codes à 4 chiffres pour aller mettre dans des portes ou des cadenas. Fait qu'on va mettre ça dans l'application. On a des cartes de machines qui vont utiliser différentes fonctions de ta tablette dans des façons des fois un peu inusitées. Là. Fait que c'est plein de Ouais. choses un peu variées et des fois surprenantes. Et tu as aussi un système d'indices directement dans l'application avec les numéros des cartes. Tu peux demander des indices. Si tu es bloqué, ben, tu peux demander un deuxième indice. Ou tu peux même demander la solution Ouais. d'une énigme si jamais tu tournes en rond. Fait que c'est vraiment des beaux jeux d'escape game. C'est une belle production. Généralement, le visuel est vraiment magnifique. Ils vont dans plein de thèmes variés aussi. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Des trucs de Sherlock Holmes, des trucs d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a un paquet d'affaires différents. Là. Il y T'as en a Robin des Bois, t'as des arcades, t'en t'as as un des Royaume des dinosaures. rêves dans des sous-marins. Oh, ça, ils ont fait les classiques. Là, Ils en ont même fait c'est des jeux de société. Oui, il y a une boîte, il y a un scénario sur Pandémie, un sur les Aventuriers du Rail et un sur Mysterium. Puis c'est quand même Ouais. une boîte le fun, honnêtement, pour Ouais. l'avoir fait. C'est quand même une de leurs belles trouvailles. J'ai trouvé peut-être que dans les 2 dernières années, ils ont essayé beaucoup de choses un peu weird avec l'application. Puis ils ont laissé de côté les cadenas, les codes. Ils ont enlevé carrément le bouton code dans beaucoup de nouveaux scénarios. Il n'y a plus de bouton Ok. code. À la place, c'est remplacé par une fonction qui est propre au scénario. Puis des fois, cette fonction-là, elle est pas super le fun ou elle est un peu maladroite, je pourrais dire. Fait que ces temps-ci, je trouve dans les 2 dernières années, il y a eu certaines boîtes que j'ai moins aimées que d'autres, plutôt certains scénarios que j'ai moins aimés que d'autres. Mais globalement, ça reste un super escape game. Puis dès qu'il sort une nouvelle boîte, ben, je me la procure puis je fais les scénarios. Fait que c'est ça. Fait que si vous êtes dans le coin de Sorel, ben, je peux faire de la location sur mes boîtes d'unlock, c'est assez rentable. Pour 5$ Ouais. louer une boîte d'unlock, ça revient pas cher. Ouais, j'avoue, c'est un très bon choix. Je le recommande. Fait que c'est mon numéro 29. Puis j'ai même fait une activité avant les fêtes, justement. J'avais emmené plein de boîtes d'unlock avec mes élèves. Puis Ouais. on a fait une période de unlock avant les fêtes. C'était quand même beau de les voir aller. Aussi, d'habitude, je fais ça une fois par année. On dort ou l'avoir à l'heure. Ouais. Donc, mon choix 28, dans mon cas, je vais y aller pour un grand classique moderne pour moi de mon ami Luke Laurie, c'est-à-dire Dwellings of Eldervale. Dwellings of Eldervale, c'est un autre jeu quand même assez gros, c'est une boîte très massive, très belle d'ailleurs. Avec, ça avait été quand même un beau succès sur Kickstarter, un jeu qui avait été assez encensé l'année qui était sorti, ça fait déjà 3 ans. Puis Dwelling of Eldervale, essentiellement, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va avoir dans notre mise en place, on va avoir à aller choisir différents éléments selon le nombre de joueurs qu'on est. Les éléments vont naître avec une série de tuiles à leur couleur, une série de cartes à leur couleur. On va choisir une faction. Il y a 16 factions, je pense, dans le jeu de base, ou en tout cas dans la version du jeu que j'ai.
Puis, on va se construire une espèce de petite map comme ça ici, comme David nous montre à l'écran, ou avec des tuiles hexagonales. On va aller placer des espèces de petites ressources de différentes couleurs sur ces tuiles-là. Et ensuite, avec notre petite tour d'ouvriers qu'on va avoir, à tour de rôle, on va aller placer des ouvriers. Puis, on va prendre différentes actions. Fait qu'on va aller collecter ces ressources-là qu'on va pouvoir prendre sur son plateau personnel. On va pouvoir après aller prendre des actions qui vont nous permettre d'explorer davantage le plateau, d'aller acheter des nouvelles cartes, puis on va se faire une espèce de construction de tableau de cartes devant soi. Puis éventuellement, on va prendre une action où on va avoir à rapatrier tous ces ouvriers. Quand on va rapatrier tous ces ouvriers, bien, on va activer toutes les différentes cartes qu'on va avoir achetées précédemment en allant chercher leurs différents bonus, leurs différents pouvoirs, leurs différentes capacités spéciales. Il y a énormément de cartes possibles. En plus de ça, on a une mécanique très cute où quand on va vouloir construire un bâtiment sur l'une des tuiles, on devra avoir un ouvrier sur cette tuile-là, puis l'ouvrier, on va le perdre parce qu'il s'installe sur cette tuile-là, il construit une maison. Puis pour construire cette maison-là, on va littéralement y aller placer un petit toit mélangeant le meeple avec un mini, enfin une espèce de meeple mini. Puis, il va rester sur le plateau, puis on va prendre contrôle de cette tuile-là. On va contrôler cette tuile-là. Par le biais des différents contrôles qu'on va avoir, les cartes qu'on va contrôler, les tuiles qu'on va contrôler, on va monter sur des espèces de pistes d'influence, les différentes pistes d'influence élémentaires. C'est comme ça qu'on va aller marquer nos points en faisant des multiplicateurs entre le niveau qu'on a atteint, puis les cartes qu'on possède, puis les terrains qu'on contrôle. Il y a des combats contre des monstres gigantesques. Il y a un peu d'hasard à l'intérieur du jeu dans la mesure où les combats, parce que je peux tout à fait me déployer puis me déplacer ensuite vers une tuile qui est contrôlée par un adversaire. Puis on peut déclencher des combats, puis on peut même se mêler aux combats qui vont être déclenchés par d'autres joueurs. Mais les combats se résolvent d'une façon extrêmement simple. Ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde parce qu'il y a quand même une bonne part de hasard. On va tout simplement compter le nombre la force d'unités qu'on a. Ce pas toutes les unités qui ont la même force. On va lancer des dés, puis celui qui a le plus haut l'emporte sur un dé. Fait que si j'ai 5 dés dans Force d'unité, puis David, il y en a 3, mais David, il lance 6, 6, puis 2, puis moi, je lance 6, 5, puis 3, 4, 4, 1. Ben, vu que les deux premiers 6 s'annulent, ensuite, le deuxième plus haut, ben, lui, il a encore 6, puis moi, j'ai 5, il gagne le combat. C'est fini comme ça. Fait que moi, je vais avoir des unités qui vont mourir, ils vont aller dans un endroit spécifique, j'ai d'autres unités qui vont retraiter, que je vais redéployer sur le plateau, puis là, on peut activer différents pouvoirs selon la faction qu'on a choisie. Les factions, ils ont tous des pouvoirs différents. Souvent, c'est des pouvoirs qui ont rapport avec les façons dont on va pouvoir placer les unités. On a des unités à débloquer, on a des sorts qu'on peut acheter, on peut aller chercher des quêtes personnelles, il y a des cartes d'objectifs qu'on peut aller acheter. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, mais son système de base est quand même relativement simple à expliquer, relativement simple à fonctionner, avec beaucoup de petits détails et beaucoup de choses qui se passent. Mais en termes de jeu de placement d'ouvriers, avec plusieurs twists intéressantes, c'est vraiment pour moi un jeu qui se démarque encore aujourd'hui. Très, très, très bon jeu. Dwellings of Eldervale. Un euro trash. Un euro trash quand même. Moi. Ouais, mais j'aime les règles de combat parce que c'est simple, puis c'est quick, c'est rapide. Fait que t'as pas. Les combats durent pas une demi-heure, tout le monde lance ses dents en même temps une fois, puis on regarde, c'est toi qui gagne. Puis les combats sont pas dévastateurs, ça te détruit pas ton empire. Tu peux te replacer rapidement après un combat. Ou tu peux être vraiment chanceux contre un gros monstre. Oui, c'est ça, ça te permet de dire je m'en vais battre le gros dragon avec un petit gars, puis j'ai roulé 6, je l'ai eu. Puis lui, il a pas eu de 6. C'est ça. J'aime bien ça. J'ai juste joué une fois, j'ai pas eu la chance de l'explorer plus souvent. On avait joué ensemble une game. J'ai trouvé ça cool. Ouais, j'aime bien ça, évidemment. Mon numéro 28, c'est un des gros hits des dernières années. Un jeu qui fait de l'argent comme de l'eau parce qu'ils sortent des paquets de cartes à tous les mois. Fait que je vais y aller avec Marvel Champion, qui étrangement sera même pas mon meilleur jeu de Marvel, mais on en reparlera tantôt. Donc Marvel Champion, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc tu peux acheter une boîte de base dans laquelle tu vas avoir plusieurs decks de héros déjà préconstruits pour toi. Tu vas avoir aussi 3 vilains que tu peux affronter. Là. C'est un jeu coopératif ou solo. Ça joue quand même bien en solo. Puis chaque héros va être représenté par un deck de cartes. Puis c'est un jeu de cartes un peu à la Magic, dans le sens que tu fais ton deck avant la partie. Donc il n'y a pas de deck building à faire pendant que tu joues. Fait que tu assembles ton deck de héros où tu prends les decks préfaits. Puis après ça, ben, tu vas jouer ta partie. Fait que tu vas essayer de vaincre le vilain que tu as choisi. Tu vas essayer de l'empêcher de faire sa manigance principale en essayant de déjouer ses plans. Parce que bon, chaque vilain a son deck de cartes. Puis là, il va y avoir certaines cartes d'événements. Il va y avoir des sbires qu'il peut appeler. Il va y avoir différentes attaques qu'il va te faire, évidemment. Chaque personnage va avoir sa propre carte héros qui est recto-verso.
Fait que tu vas avoir ton côté héros, mais ton côté aussi alter ego. Fait que tu vas avoir, exemple, si tu joues Spider-Man, d'un côté de ta carte, c'est Peter Parker, de l'autre côté, c'est Spider-Man. Puis t'as pas les mêmes pouvoirs de chacun des côtés. Puis il y a certaines cartes, évidemment, il faut que tu sois un héros pour les jouer, donc tes cartes d'attaque ou des trucs comme ça. Fait que tu vas devoir alterner d'entre une de tes formes à chaque tour. Tu peux te changer une fois de côté. Fait que ça fait partie de la stratégie de changer au bon moment pour jouer telle carte ou activer telle habilité. Puis le vilain va réagir différemment aussi. Si t'es en héros, il va te faire une attaque à son tour de jeu. Mais si t'es en alter ego, ben il sait pas que t'es un super-héros, fait qu'il t'attaque pas, mais ça va lui permettre d'avoir du temps pour aller faire avancer sa manigance. Fait que là, c'est essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est quand même le fun, tous les combos que tu peux essayer de faire dans ce jeu-là. Il y a du monde un peu trop craqué qui ont fait des decks un peu trop fous. Ça fait que ce système de jeu-là, mais c'est ce que le jeu permet. Puis après, là, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Il est sorti en 2019. Ben, plus ou moins 3 ans et demi peut-être. Puis ils ont sorti du stock là, en 3 ans et demi. Honnêtement, il y a beaucoup de choses. Tu peux jouer... C'est vrai que ce jeu-là n'existait même pas quand on a fait le dernier top 100 avec la quantité de stock qu'il y a. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est là. Ouais, c'est fou, hein, comment ils en sortent. C'est juste débile. J'ai un peu décroché dans le sens que je joue pas assez souvent pour essayer de jouer tout ce qui sort, comparativement, mettons, à Vincent qu'on connaît qui joue tous les nouveaux persos dans la semaine qui sortent. Je suis comme tabarnouche. J'ai plus cette sensation-là avec Marvel Champion parce qu'à un moment donné, c'était trop, puis on joue pas mal de nouveautés aussi, fait que j'ai un peu décroché, mais c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. J'aime y revenir. J'aime particulièrement les boîtes de campagne. Je trouve ça le fun, les petits systèmes qui font d'évolution d'une à l'autre. Puis les petites cartes que tu peux t'acheter pendant les campagnes, puis l'espèce de thématique aussi autour de ça. Je trouve ça plus le fun. Même si contrôler un héros pendant 5 games, des fois je trouve ça long. On dirait qu'après 3, je suis un peu tanné de jouer celui-là. Oui, je peux changer mon deck avec quelques cartes, mais j'aimerais ça d'essayer un autre. Fait que, je peux me le permettre de le faire pareil, puis de swapper les cartes de campagne, puis c'est pas la fin du monde non plus. Là, mais je trouve que 5 games avec un héros, c'est un peu long, parce que maintenant tu finis par faire le tour un petit peu. Certains héros qui sont plus stratégiques que d'autres. D'autres que c'est plus fun à explorer pendant d'autres parties. Fait que Marvel Champion, super bon système. Puis c'est le genre de jeu qui t'offre quand même des choix difficiles parce que t'as une main de cartes. Les cartes ont un coût en ressources. Mais ce qui paye tes ressources, c'est tes autres cartes. Fait que là, si je veux jouer une carte en jeu, un équipement, un allié ou un pouvoir ou quelque chose qui me booste, ben il faut que je sacrifie certaines cartes de mes mains pour les défausser pour des ressources, pour jouer d'autres cartes. Fait que c'est vraiment un beau système qui est le fun, puis qui t'offre quand même pas mal de flexibilité aussi. Parce que même si t'as plein de cartes qui sont très hautes à jouer, ben c'est pas grave, je peux les flusher pour des ressources pour jouer d'autres mes cartes qui justement prennent un peu moins de ressources à jouer. Ou bien je peux jouer toutes mes cartes pour payer une carte super chère qui va être super bonne puis qu'il va nous aider aussi. Ça a quand même un gros feeling de engine building comme jeu parce qu'on se construit un engin de cartes avec des alliés, des pouvoirs, on booste notre héros, des trucs comme ça. Fait que plus la game avance, plus on a l'impression de faire des trucs dans notre tour de jeu. Fait que il y a un beau sentiment d'évolution puis de combo qui s'installe dans les parties de Marvel Champion, qui est mon numéro 28. Cool. Je continue avec mon numéro 27, qui est un jeu qui est une thématique qui est quand même assez répandue ces dernières années, c'est-à-dire la terraformation de la planète Mars. Je ne parle pas de Terraforming Mars, je parle de On Mars, de Vital, Lacerda. On Mars, on s'entend, c'est un monstre là, en termes de règles à apprendre. J'en ai fait le vidéo explicatif, je pense qu'il dure 1h20 à peu près. Là. Ouais. Fait que tu sais, On Mars, c'est un jeu compétitif de placement d'ouvriers dans lequel on va justement tenter de coloniser la planète Mars en construisant la première espèce de station habitable qui va pouvoir permettre de mener éventuellement à sa terraformation puis l'habitation d'une colonie humaine, l'implantation d'une colonie humaine. Chaque joueur va avoir un plateau personnel, on va avoir un gros plateau qui va représenter la planète elle-même et sur les deux extrémités du plateau, il va y avoir 2 séries d'actions qu'on va prendre. On va passer tout le jeu à suivre une petite navette qui va alterner, qui va se déplacer entre le sol de la planète et l'espèce de station spatiale scientifique qui est en orbite. Puis, selon si on est en orbite ou si on est sur la planète, on va avoir accès à des séries d'actions différentes.
Fait que si on est en orbite, par exemple, on va pouvoir s'acheter des espèces de cartes de plans pour pouvoir construire des bâtiments plus tard. On va pouvoir aller chercher des ressources. On va pouvoir développer son espèce de tableau de technologie personnelle. Puis là, une fois qu'on va aller sur la planète en tant que telle, ben, on va pouvoir construire des bâtiments, on va pouvoir utiliser les plans qu'on a justement, on va pouvoir engager utiliser des spécialistes qu'on va avoir engagés pour les placer dans des bâtiments. On va déplacer le rover, qui est l'espèce de petit robot de déplacement qu'on va avoir pour aller explorer la planète, ramasser des tuiles, ramasser des ressources qui vont traîner, etc. Puis, une des grosses twists du jeu, parce que le jeu, comme tous les placements d'ouvriers, en quelque sorte, là, le système de base est relativement simple. Là. Si je vais prendre un des ouvriers, je vais le placer pour faire l'action que je veux faire. C'est juste que, comme tous les Lacerda, il y a tellement de ramifications avec chacune des décisions que je prends que le jeu devient quand même assez complexe et lourd à apprendre. Et lui, il a une grosse twist au niveau de sa complexité. C'est une affaire que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est que ma colonie va avoir un niveau. Puis au fur et à mesure qu'on va construire des bâtiments de différents types, la colonie va monter. Fait que si j'ai des bâtiments qui produisent de l'eau, de l'oxygène, de l'énergie, puis on atteint un certain niveau, ben, la colonie va monter. On va avoir des objectifs qu'on va tenter d'atteindre, qui sont placés sur les quatre coins de la map. Puis plus on atteint ces objectifs-là, plus on participe dans le fond à la construction de la base comme elle doit se faire, plus on va marquer des points de victoire à la fin de la partie. Puis quand la dite colonie va monter de niveau, c'est qu'à un moment donné, elle va gagner de l'autonomie. Fait que la navette qui fait le tour entre la surface de la planète puis la station spatiale, ça va y prendre plus de temps avant qu'elle retourne en orbite. Puis à la fin de chacun de mes tours de jeu, je dois décider si je m'en vais en orbite ou non, ou si je change entre l'orbite puis le sol ou non plutôt. Puis parce que c'est une décision qui est super importante parce qu'elle détermine à quelle action je vais avoir accès au prochain tour. Est-ce que je vais avoir les actions qui sont associées à la station spatiale ou à la planète? Puis, quand je fais ce déplacement-là en même temps que la navette, qui, elle, se déplace à tous les tours de jeu, bien, je n'aurai pas quoi payer de ressources. Alors que si je le fais à un tour où la navette ne fait pas elle-même le changement, je vais avoir à payer ces ressources-là, qui sont assez dispendieuses. Fait qu'en début de partie, elle change à tous les tours de jeu parce que la base n'est pas encore autonome. Fait que j'ai l'option de choisir à tous les tours de jeu si je reviens ou si je reviens pas. Mais si je reviens pas, c'est toujours une décision à prendre. Si elle s'en va en orbite, puis moi je décide de rester, Je suis là 2 ben, tours. ça veut dire que je vais passer 2 tours. Les 2 prochains tours, j'y passe. Est-ce que j'ai les ressources que ça prend pour les construire, les bâtiments, pour développer mon rover, pour aller faire les trucs que je veux faire qui sont sur la planète? Parce que si j'ai assez de ressources pour le prochain tour, ben là, le tour d'après, c'est le tour qui revient. Fait que ça va prendre un autre tour avant qu'elle retourne en orbite. Fait que là, est-ce que je suis capable de gérer ça pendant 2 tours de jeu? C'est une décision qui est hyper intéressante. Puis là, comme tous les Lacerda, il y a des espèces de petites actions automatiques qu'on peut débloquer, des espèces de petites actions gratuites qu'on peut faire sur le site qui sont des actions exécutives, je pense, dans ce jeu-là qu'ils appellent. Je sais pas si je confonds avec un autre jeu, là. Mais il y a ça dans presque tous ces autres jeux. Je fais mon action principale, puis je dépense des petites ressources pour faire une action gratuite secondaire. Il y en a plein dans celle-là. Je vais construire des espèces de bases pour avoir plus de place pour mes ouvriers. Je vais construire des espèces de navettes pour pouvoir déclencher différents bonus quand je vais vouloir dépenser, entre guillemets, ces navettes-là. J'ai des objectifs personnels que je peux atteindre. Il y a des objectifs par rapport aux spécialistes que je peux engager. Je peux prendre des spécialistes, les placer sur des bâtiments qui sont contrôlés par des adversaires pour déclencher les bonus que je vais avoir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu veux. Mais si tu veux un gros worker placement intéressant avec une belle thématique, des bonnes règles solides, puis il y a une vidéo qui existe en français sur le web pour l'expliquer. On Mars, c'est un excellent, selon moi, excellent placement d'ouvrier. Il souffre des défauts des Lacerda, c'est-à-dire qu'il est dur à sortir. Puis un peu comme une autre compagnie, c'est des jeux qui ultimement finissent par se faire compétition entre eux. Ouais. Parce qu'ils sont à peu près dans le même niveau de complexité. Fait que, je n'aurais pas 8 Lacerda dans mon top 100. Malheureusement, même si je les aime tous beaucoup, parce que Galeris, par exemple, ne sera pas dedans, même si je l'aime gros, parce que je vais en sortir un autre à la place, même si Galeris est un peu plus simple. Mais très, très bon placement d'ouvrier. On Mars. Mon choix, là, on était déjà 27. Un gros morceau. Un gros morceau. Un gros morceau. Mon numéro 27, c'est un peu plus léger. C'est un jeu qui s'appelle Newton. OK. C'est un beau petit midweight, lui. Ouais, il est plus léger, définitivement. Donc, de messieurs Simone Luciani et Nestor Mangon, qui d'ailleurs sont les deux auteurs du jeu de Darwin Journey qu'on attend impatiemment. Ouais. Peut-être qu'il va être arrivé quand cette vidéo-là va être publiée. On croise les doigts. Ça se peut. C'est un jeu euro avec un thème super plaqué. Donc, oui, c'est une thématique scientifique. Newton, on fait de la recherche un peu post-renaissance. Là,
dans l'Europe. On a une carte où on se promène. C'est un jeu de gestion de cartes principalement, de engine building si on veut. On va avoir des cartes qui représentent les 5 actions qu'on peut faire dans le jeu. Puis à notre tour, on va jouer une de ces cartes-là pour exécuter cette action-là. Puis le nombre de fois que cette icône-là va être présente sur notre bureau de professeur, ben, ça va être le nombre de fois que je vais exécuter l'action, plutôt la force de l'action. Fait que tu vas, justement, il y a une des actions, c'est d'acheter des nouvelles cartes. Fait que là, éventuellement, tu vas acheter des nouvelles cartes, donc tu vas pouvoir combiner des symboles pour avoir plusieurs fois le même symbole sur ton bureau puis faire des actions plus puissantes. Tu vas avoir une action qui te permet de déplacer tes étudiants qui, dans le fond, sont sur les pistes que vous voyez dans le bas de l'écran, là, les petites pistes avec les petits bonhommes qui se promènent. Fait que ces étudiants-là vont se promener sur ces pistes-là pour gagner différents bonus, pour aller éventuellement jusqu'au bout d'une ligne où il y a un objectif de fin de partie qui peut te donner des points d'une certaine façon si tu réussis à la rendre là. Tu vas avoir une action qui te permet de bouger ton scientifique sur la carte de l'Europe, qui est la partie du haut du plateau. Fait que sur la carte de l'Europe, on va se promener encore une fois, ramasser des différents bonus. On va visiter des villes qui ont des universités pour se débarrer des prérequis pour nos recherches. On va aller visiter aussi des sites touristiques dans certaines villes d'Europe, encore une fois pour nos recherches. Et on va avoir une action, justement, où on va aller... il y a une action qui sert à faire de l'argent. Puis la 5e action, c'est l'action de bibliothèque, qui nous sert justement à faire avancer nos recherches scientifiques. Et ça va nous permettre d'aller placer des jetons de livres dans notre bibliothèque, de notre plateau personnel. Fait qu'on va essayer de compléter des colonnes et des rangées dans notre bibliothèque en plaçant les livres. Mais les livres ont des prérequis, soit ils vont demander d'avoir visité certaines universités sur la carte ou d'avoir visité certains sites touristiques, ou bien ils vont te demander d'avoir un certain nombre de livres de certaines couleurs sur ton bureau. Parce que quand tu joues des cartes sur ton bureau, les cartes, dans le haut des cartes, il y a souvent soit un pouvoir quand tu joues, elle peut te donner de l'argent ou elle peut te donner des trucs, et souvent il y a des symboles de livres qui sont représentés là, fait que les symboles de livres peuvent te servir à justement avoir ces prérequis-là demandés par les rangées des bibliothèques. Puis à chaque fois que tu vas débarrer une rangée puis une colonne au complet dans ta bibliothèque, tu vas débarrer un revenu de points. Ça veut dire que tu vas faire ces points-là à la fin de chacune des manches jusqu'à la fin de la game. Fait que plus vite tu débarres des revenus, mais plus vite tu vas les scorer plusieurs fois dans la game. Fait que c'est quand même important de faire avancer tes recherches. C'est un peu le cœur du jeu. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de la manche, on va avoir terminé de placer nos cartes. Puis on va enlever toutes les cartes qu'on a jouées sur notre bureau. Puis il y en a une qu'on va perdre. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jouer cette carte-là du reste de la game, mais elle va s'en aller sous notre plateau personnel, puis on va avoir son icône qui va dépasser. Ça veut dire que ça va donner un icône permanent pour le reste de la game. Ça veut dire que si je mets une carte que c'est l'icône de voyage, ben là, j'ai un icône permanent de voyage. Fait qu'à chaque fois que je vais jouer une carte de voyage, ben je fais l'action déjà au niveau 2, parce que j'ai ce symbole-là qui reste tout le temps. Puis à chaque manche, on va enterrer une carte comme ça. Fait qu'à chaque manche, tu vas gagner des icônes permanents jusqu'à la fin de la partie. Fait que tu as vraiment un bel engine à monter, puis beaucoup de combos. Puis tu vas avoir des cartes de scientifiques qui sont des espèces de cartes puissantes que tu vas pouvoir jouer pendant la partie. Si tu atteins des emplacements qui te donnent la permission de jouer ces cartes-là, qui vont te permettre de faire des trucs vraiment le fun, one-shot, des pouvoirs vraiment forts. Donc, Newton, toujours super satisfaisant à faire. C'est pas un jeu qui est très très long à jouer non plus. C'est un nombre fixe de tours. Parce qu'on joue 6 manches de 6 tours. Fait que c'est comme 36 tours, mais ça va super vite parce que tu joues une carte, tu fais ton action, puis les actions sont relativement toutes simples. Mais c'est vraiment un gros puzzle d'optimisation. Vraiment le fun. Fait que c'est mon numéro 27. Newton. Right. Mon numéro 26, c'est un numéro qui était là la dernière fois puis qui était en 34e position. Fait qu'il a progressé de 8 places. C'est un jeu de campagne qui s'appelle Galaxy Defenders. Ooh. Galaxy Defenders, on a déjà parlé précédemment tous les deux d'ailleurs de XCOM. XCOM, c'est un jeu de gestion d'une invasion extraterrestre, puis on gère la base avec toutes les ressources qu'on doit déployer pour repousser cette invasion-là. C'est inspiré du jeu vidéo XCOM, et Galaxy Defenders est inspiré du même jeu vidéo, mais lui, c'est comme s'il avait pris juste l'aspect faire des missions. Fait que tu as un squad, une équipe, tu as un grand plateau,
divisées en petites cases hexagonales, et on va avoir différentes missions à faire, d'une mission à l'autre, on va avoir des objectifs à atteindre, et c'est vraiment, vraiment, vraiment calqué sur le jeu vidéo XCOM. Fait que j'ai le sniper, le Hulk, là, qui est une espèce de tank, le spécialiste au combat rapproché, etc. Les premières missions, c'est littéralement des ovnis qui crashent, là, puis il faut rentrer dans l'ovni, puis aller explorer où ils attaquent notre base, puis il faut aller défendre tout ça. C'est un extraordinaire jeu de campagne et malheureusement difficile à trouver aujourd'hui. Puis en plus, c'est un jeu de campagne de science-fiction, ça court pas les rues. Les jeux de campagne plus à thématique science-fiction. C'est le deuxième que je présente, puis il n'est pas plus trouvable que le premier, malheureusement, mais peut-être un petit peu plus. Fait que, tu sais, lui, il y a beaucoup de choses que j'aime. C'est un jeu de la compagnie qui s'appelle Ares Games. C'est un système qu'ils ont développé, qu'ils ont réutilisé dans un autre jeu duquel nous parlerons peut-être plus tard. Mais dans celui-là, le concept de base, c'est que quand un joueur va prendre un tour de jeu, il va avoir des actions qui vont lui être associées. Tu as une espèce de gros plateau hexagonal qui représente ton personnage. Tu vas avoir des actions de déplacement, tu vas pouvoir ouvrir des portes, sauter, rouler dans des salles. Tu as un espèce de système d'action principale, d'action secondaire, puis une action de déplacement dans ton tour de jeu. En fait, tu as une action d'attaque, action et déplacement dans ton jeu. Puis avec ton action, tu peux faire différentes affaires, charger tes armes, changer d'équipement, fouiller, des trucs comme ça selon le scénario que tu as. Tu peux avoir différentes actions selon le scénario. Tu peux t'accroupir derrière les fenêtres, etc. Ils ont voulu vraiment faire un jeu très tactique. Puis à la fin de ton tour de jeu, ben, les ennemis, tu vas piger une carte d'un deck d'ennemis qui va avoir été préparé spécifiquement pour ce scénario-là. Ils vont te dire, prends les cartes d'activation d'ennemis 1, 8, 12, 13, 14, 19 sont numérotées, fais un deck de 20 cartes. Là, tu prends ça, puis tu révèles ça à tous les tours, tu en révèles une à chaque fois qu'un joueur joue. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce que les ennemis font. Fait que là, on le voit sur la carte que David a montré, sur la map qui montre. Il y a les ennemis vont avoir soit de couleur bleue, soit de couleur verte, soit de couleur rouge. Il va avoir généralement 2 types d'ennemis pour la même figurine. Quand un ennemi va spawner, il va apparaître, on va associer sa carte d'ennemi à un joueur. Fait que c'est toi qui lis cet ennemi-là, comment il fonctionne, son intelligence artificielle, voici comment il fonctionne. Puis là, quand on va révéler une carte, bien, ça dit active toutes les unités bleues, active les unités vertes qui sont blessées, active les 3 unités les plus proches, les 3 unités les plus loin, etc. Fait que t'es jamais sûr exactement de qui va s'activer, mais tu sais, chacun des monstres va jouer comment s'il s'active. Ils ont toute une intelligence très détaillée, bien faite. Mettons, tel ennemi, lui, il veut que tu sois à 5 dead cases de distance ou plus, ou à 2 zones ou plus, parce que lui, il veut tirer de loin. Fait si tu es collé sur lui, s'il y a un ennemi qui est collé sur lui, il va faire une attaque de mêlée, puis il circule de 2 zones. S'il y a quelqu'un à une zone, ben, il l'attaque de loin, puis il circule d'une zone. S'il y a quelqu'un à 2 zones ou plus, il l'attaque de 2 fois, parce que c'est ça sa position idéale. Fait que tu sais que ceux-là, tu veux les fondre, tu veux les charger, tu veux être le plus proche possible d'eux autres. Un autre, ça va être le contraire. Un autre va vouloir t'empoisonner, un autre va vouloir swarmer, va vouloir encercler un ennemi. C'est très, très calqué sur le jeu vidéo XCOM, fait qu'éventuellement, tu commences à rencontrer les gris, qui sont des espèces d'aliens, les espèces de leaders aliens qui vont avoir des contrôles mentaux d'un système d'énergie, d'armure, de force, etc. C'est un des premiers jeux que j'ai vu qui utilisait des dés qui ont à peu près 5 ou 6 symboles sur le dé. Fait que tu vas lancer, tu as le symbole principal qui est ton succès, une espèce de petite explosion. Quand tu lances tes dés, mais là, si j'ai des petits éclairs, je peux activer certaines habiletés. Si j'ai des étoiles, j'active d'autres activités. Ça, là, c'est des éclairs. Il y a un symbole. Si j'ai le symbole GD, le Galaxy Defender, je peux activer une habilité spéciale. Le jeu est quand même assez difficile parce que les ennemis, leur niveau de défense, la façon qu'ils scalent, c'est que chaque succès que j'ai en attaque, l'ennemi lance un dé de défense, tout simplement. J'ai réussi un jet de fou, là, j'ai 12 succès en attaque, ben il lance 12 de défense. Fait qu'il y a toujours une chance de tout bloquer tes dégâts. Puis toi, tu fonctionnes un petit peu moins fort de ton côté. Fait que c'est vraiment, si on aime les jeux, puis il y a même quelques embranchements narratifs, puis c'est un jeu qui se veut quand même assez humoristique dans sa narration, si tu veux. Fait qu'il y a des espèces de classiques de la science-fiction que tu vas retrouver, qu'ils aiment faire aussi. Puis à partir du 6-7e scénario, tous les titres de chansons, c'est genre de Dark Side of the Moon, puis des trucs comme ça. Fait qu'ils vont chercher des titres de chansons populaires rock des années 70 et 80. Mais si t'aimes les jeux de campagne, t'aimes les jeux de science-fiction, là, c'est vraiment, vraiment pour moi un coup de circuit. J'ai fait la campagne de base au moins 4 ou 5 fois avec tous les personnages que je possède. Puis j'ai fait toutes les extensions au moins 2-3 fois, plusieurs fois. Puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire puis à le refaire. Puis t'as un bon système d'upgrade quand tu t'améliores. Il y a une affaire que j'aime moins dans son système d'amélioration, c'est que ton gain de niveau il est basé sur un jet que tu vas faire au hasard, que tu vas faire une fois par partie. Ouais. Puis, il est comme facile à faire au début, mais il vient un moment donné qu'il faut que tu sois chanceux pour le réussir.
rendu à la 6-7e partie, il faut que tu sois chanceux, mais tu n'as pas juste le fait de monter de niveau dans ton gain de puissance. Là. Il y a d'autres choses qui viennent se coller à ça. Mais cet aspect-là, il est un petit peu irritant, mais il corrige dans les extensions. C'est un peu Mais poche de gagner niveau puis rien gagner parce que tu lances pas le bon résultat. Mais comme je te dis, en fait, c'est que tu le fais à la fin de chaque round de jeu. Si on a tué un ennemi, mettons, tout le Ah, monde ok, a droit à c'est son jet pendant la d'expérience game. pendant la game. Hmm. Si on a atteint comme une espèce d'objectif ou s'il y a au moins un monstre qui a été tué, tout le monde a droit à un jet d'expérience à tous les tours de jeu. C'est que tu lances 3D, puis il y a un des 3. Ben, les 3D, ils ont une chance sur 10 de te donner le succès. Fait que tes premiers niveaux, ils vont bien parce que tu lances 3D à peu près 8 fois dans le combat. Tu vas finir par monter de niveau. Mais à un moment donné, il faut que tu roules 2 succès sur tes dés. Puis à un moment donné, le dernier niveau, il faut que tu en roules 3. Fait que tu sais, 3D, une chance sur 10 par dé, rouler les 3, ça m'est arrivé de juste jamais le pogner. C'est clair. Fait que ce niveau-là, il est irritant, mais les autres ont fini par le. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un pas se rendre à l'avant-dernier niveau, mettons. OK. Fait que c'est ça. Super excellent jeu, Galaxy Defenders. Mon numéro 26, c'est aussi un jeu quoi? De pirate, par exemple. C'est Dead Man Tell No Tales, qui est maintenant connu en français pour le trésor de Davy Jones. Donc, un de mes jeux coop favoris dans les styles pandémie, là, les jeux un peu de système de points d'action. Fait que c'est dans cette veine-là un petit peu. Dans celui-là, je trouve le fun le fait que tu as 5 actions. Fait que tu as l'impression de faire du stock à ton tour. Tu pas genre 2 actions. Tu fais comme je vais me déplacer puis faire telle affaire. J'ai fini. Là, t'en as 5. Fait que, là, tu peux te déplacer, je peux tuer un pirate, je peux enlever un feu, je peux aller swapper mon item, puis je peux courir pour faire 2 cases. Fait que là, t'as l'impression d'avoir fait plein d'affaires. Fait que ça, c'est le fun. Puis l'autre chose, c'est que t'es pas obligé de prendre tes 5 actions dans ce jeu-là. Tu peux simplement en dépenser moins. Et les actions que tu n'as pas dépensées, tu vas les donner au joueur suivant. Fait que si moi je fais juste 2 actions à mon tour parce que justement je suis proche de la sortie puis je suis en train de traîner un trésor, fait que là j'ai pas rien d'autre à faire avec mes autres actions, je te les donne. Fait que toi tu vas avoir 8 actions à ton tour parce qu'il y en a 3 que j'ai pas faites. Fait que ça c'est vraiment le fun parce que ça peut permettre aux joueurs un meilleur contrôle sur la quantité d'actions qu'un joueur peut faire. Puis justement un joueur qui est loin dans le bateau, parce que dans le fond on attaque un bateau en feu. Dans lequel il y a un équipage squelettique. C'est le bateau de Jack Sparrow qu'on attaque. Là. Puis on doit sortir, on doit combattre en fait les gardiens des trésors, les prendre, les sortir. Tout ça en combattant les squelettes, puis en résistant au feu qui est en train d'augmenter dans le bateau. Donc, c'est vraiment le fun, tout ce qu'on peut faire. Il y a plein de trucs différents dans ce jeu-là. C'est ça que je trouve le fun, c'est qu'il y a plein de choses à gérer. Il faut que tu gères la quantité de pirates, parce que s'il y a trop de pirates sur la même case, les petits squelettes, ben, ils vont t'empêcher de passer ou ils vont t'empêcher de ramasser des items. Puis là, je peux pas les laisser s'empiler. Puis en plus, si on peut plus en mettre sur le plateau parce qu'ils sont tous mis, on perd la game. Tu as toutes les dés de feu, que plus le feu augmente à chaque tour, ben si le feu se rend trop haut, ben là il y a des salles qui vont exploser, fait qu'on va retourner la tuile, on pourra plus passer là. Parce qu'on place des tuiles à chaque tour, fait que là on se fait un chemin pour aller chercher les coffres, mais là si la salle là elle explosé, ben là il faut faire un méchant détour, on n'aura peut-être pas le temps. Fait que ça fait partie aussi du puzzle. Le puzzle de tuiles fait partie du jeu parce que c'est nous autres qui le fait, on met une tuile à chaque tour. Fait que ça aussi ça rajoute un autre aspect qui est intéressant. On a des cartes d'items. Fait que ton item te donne souvent une action gratuite que tu peux faire ou te donne un bonus quand tu fais telle sorte d'action. Chaque personnage a son pouvoir variable, un classique des jeux coop comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de belles idées dedans. Il y a beaucoup de choses à gérer qui sont différentes, qui sont stimulantes. C'est un jeu qui est pas facile. Ça prend plusieurs parties avant de devenir quand même bon et réussir des victoires à normales ou à difficiles. Puis quand on est rendu vraiment bon à difficile, ben on peut aller chercher l'extension Kraken qui le rend vraiment, mais vraiment difficile. Encore plus. Puis ça donne un défi assez hallucinant. Mais c'est un très très bon jeu coop. Puis il y a des belles qualités que j'ai pas revues souvent dans un jeu dans ce style-là. Fait que même si c'est un jeu de 2015, pour moi, il est encore super efficace aujourd'hui. Il n'y a pas tant de jeux justement de système de points d'action qui ont réussi à le tasser de là puis à faire mieux que lui. Fait que souvent je garde pas tant ces jeux-là parce qu'au final, lui il reste mon préféré, puis j'ai toujours tendance à vouloir le sortir lui avant les autres. Jeux dans ce style-là que toutes les Subterra ou les variantes de Pandémie ou ces trucs-là. Je suis content de les jouer, de les essayer, mais au final, il arrive comme pas à la cheville de lui de toute façon. Fait que c'est ça. Ça reste dans mes coop favoris encore aujourd'hui. Donc, le trésor de Davy Jones, maintenant disponible en français. Donc, vous
vous le procurer maintenant, les amis européens. Fait que une belle découverte pour vous autres maintenant. Super. Belle coïncidence parce que mon jeu de numéro 25, c'est aussi un jeu de 2015. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec une thématique unique pour un placement d'ouvrier, c'est-à-dire la poursuite du bonheur, ou en anglais The Pursuit of Happiness, qui était la dernière fois 17e. Fait qu'on est à peu près dans le même range. Ouais. Fait que c'est un jeu donc de placement d'ouvriers. Tes ouvriers, ça va être des sabliers, mais là, on n'est pas dans le jeu en temps réel. C'est un meeple de sablier, c'est pas un vrai sablier. Ça fait juste représenter le temps que tu consacres à tes différentes activités. Tu essaies d'avoir la plus belle vie possible selon les objectifs personnels que tu veux te fixer. Fait que c'est un placement d'ouvriers très, très, très classique, c'est-à-dire qu'avec mes ouvriers, je vais aller sur différentes cases puis prendre les actions de ces cases-là. La plupart des cases sont comme sur le côté droit du plateau. Fait que je peux aller soit étudier pour aller chercher, il y a 3 ressources dans le jeu. Là. Grosso modo, les ressources qui représentent le charisme, l'argent, puis la créativité. Non? La créativité. Puis je vais avoir des actions, je vais aller prendre des cartes. Les cartes, ils vont représenter différentes choses. Ça peut être des loisirs que j'ai, des passe-temps, ça peut être mon métier, ça peut être la famille que je tente de fonder, mon animal de compagnie que je veux acheter, mon yacht que je veux entretenir, ma collection de livres de Donjons Dragons. Designer un board game. Ça peut être designer un board game, mon pet project, là, mon projet personnel de vie. Je peux vouloir aller dans des cosplays, je peux écrire un roman, je peux faire du yoga, je peux faire vraiment tout ce que tu peux imaginer que tu peux faire dans une vie. Dans le jeu, là, je ne parle que du jeu de base. Puis là, tu as plein de petites règles qui vont gérer ça. Fait que là, une fois que j'ai un projet devant moi, ben là, j'ai fondé une troupe de théâtre. Fait que là, plus tard dans mon tour de jeu, je peux prendre une action pour aller prendre un nouveau projet ou je peux prendre une action pour continuer à m'investir dans ma troupe de théâtre. Fait que là, il va falloir que je dépense de la créativité puis de l'argent, peut-être. Puis si j'ai assez de ressources de créativité et d'argent, mais ma troupe de théâtre devient une petite pièce de théâtre locale que j'ai produit dans ma ville. Puis là, si plus tard, j'ai investi d'autres créativités, d'autres argent, puis peut-être un peu d'études, ben là, je suis un diplômé d'une école de théâtre. Fait que là, je commence à faire des pièces de théâtre à travers le monde. Puis si je continue à m'investir dans ce projet, ça me coûte davantage de ressources. Puis l'idée, c'est que tu vas aller marquer des points de bonheur à long terme, communément appelés des points de victoire. Fait que c'est un jeu quand même assez simple. Encore une fois, je l'ai déjà dit pour un autre jeu, c'est le même principe. C'est un worker placement, donc la mécanique de base, c'est que je prends mon ouvrier, je le place quelque part, puis je fais l'action. Mais lui, il va avoir beaucoup de petites touches intéressantes, humoristiques, et dans laquelle les gens vont se reconnaître. Fait que c'est cette thématique qui vient rendre le jeu si charmant, à mon avis. Puis tu as beaucoup de petites règles qui vont aider à thématiser encore davantage le jeu. Ma règle préférée étant la règle du stress. Si j'ai trop de projets en même temps, ben je vais devenir quelqu'un de stressé. Parce que si j'ai ma troupe de théâtre, fine, mais là, je vais me consacrer à ça, puis j'ai une famille, puis j'ai des enfants, puis j'ai une job, puis j'ai aussi un club de Donjons Dragons, puis je fais de la poésie à la fin de semaine, puis je chante dans un band, puis je m'implique dans une communauté, puis je suis dans le club des gardiens de la ville. Ben, j'ai trop de stock, fait que mon personnage va être stressé, puis il va littéralement vivre moins vieux. Donc, je vais avoir encore moins de choses dans ma vie. Exactement. Tu coupes des tours de jeu à la fin de la game. Mais si j'ai mangé ma petite salade puis j'ai fait mon marathon toute la game, j'ai peut-être eu moins de gros highs dans ma vie intense, mais j'ai été stable plus toute ma vie. Je vais jouer un tour ou deux plus que tout le monde parce que moi, j'ai vécu jusqu'à 102 ans, bien tranquille avec ma salade, mon yoga et mon marathon. Fait que c'est des mécaniques qu'il y a dans le jeu. Il y a plein de petites règles intéressantes que. Par exemple, j'ai dit ça te prend un certain nombre de cartes placées devant toi avant de commencer à être stressé. Mais si tu as 2 familles, une vraie et une en cachette, peu importe le nombre de cartes que tu as, ça te crée automatiquement du stress supplémentaire pour des raisons assez évidentes. Fait que si tu as 2 blondes, 2 chums, un de chaque, 2, 3 blondes, 2, 3 chums, 2, 3 enfants dans des villes à travers le monde, ben ça, c'est un grand générateur de stress qui va limiter ton nombre d'actions. Il y a plein de règles intelligentes. Si je suis un gros PDG de compagnie, par exemple, ben, je vais avoir beaucoup d'argent à dépenser dans mon tour de jeu, mais je vais avoir littéralement moins d'ouvriers à placer parce que je dois consacrer énormément de temps à gérer mon entreprise. Si j'ai déjà eu une game où j'étais PDG d'une entreprise et j'avais une nombreuse famille. On a 6 ouvriers dans le jeu. Ben moi, au début de mon tour de jeu, j'en avais un. Parce que j'ai ma famille, j'ai ma grosse compagnie, j'ai plus le temps de rien faire. Fait que là, je m'en vais écouter un film le soir, puis c'est tout. Je fais rien d'autre, je fais juste travailler, puis entretenir ma famille à part ça. Fait que tu sais, t'as plein de règles comme ça qui sont intéressantes. Le jeu est super inclusif aussi. Chacune des cartes est recto verso. Tu fais un chum, tu fais une blonde, tu gères ça comme tu veux. Le plateau est intéressant. Toutes les extensions où il amène du petit stock intéressant. Tu peux t'impliquer davantage dans ta communauté. Il y a une extension de Tog Life où tu peux mener une vie criminelle à la place. Fait que c'est vraiment un jeu. C'est comme le jeu de destin pour gamers.
C'est tellement une belle thématique, ce jeu-là. Ouais, c'est vraiment une thématique vraiment cool. Puis celui-là, il te donne la liberté de faire ce que tu veux avec ta vie. Puis il n'y a pas de meilleur chemin vers la victoire. Tu peux être hippie toute ta vie en voyageant à travers le monde, puis en collectionnant des aventures d'un été à travers des plages de type Grease, etc. Tu peux avoir une job super sérieuse, tu peux être avocat, tu peux être mécanicien, tu peux être tout ce que tu veux dans ce jeu-là. C'est vraiment très cool. Fait que Pursuit of Happiness. Génial. Mon numéro 25, c'est un nouveau jeu, donc un jeu de 2022 qui est assez récent. Fait qu'il est quand même déjà au rang 25, puis ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est Tiletum. Tiletum. Je me suis vraiment comment prononcer ça. De messieurs Tacchini et Luciani. Donc le duo réuni après plusieurs années d'absence sur la scène ludique pour des raisons qu'on ne prononcera pas. Donc, c'est un jeu de jeu euro. C'est un style un peu salade de points. Donc, il y a un paquet de façons de faire des points. C'est un jeu où on va avoir, encore une fois, une belle carte de l'Europe. Donc, l'Europe, début de la Renaissance, on va dire. Là. Donc, on se promène dans les villes pour faire des fêtes, des festivals, je sais pas trop. Là. Bon, bref, il y a un thème. Là. C'est pas clair. Ouais, c'est ça. Tu mets des colonnes puis des bâtiments. Ouais, c'est ça. Fait que, on a une carte. C'est un jeu de recrutement de dés. Donc, on va lancer des dés à chaque début de manche. On a des dés de plusieurs couleurs. On va les placer sur la roulette d'action selon les résultats obtenus. Puis, à tour de rôle, on va recruter un dé sur la roulette. Puis, on va gagner des ressources, premièrement, qui vont être égales à la valeur du dé. Et la nature de la ressource sera par rapport à la couleur du dé. Fait que si je prends un dé gris, ben là, je vais gagner du fer. Puis, si c'était un 3, ben, je vais gagner 3 fer. Ensuite, on va faire l'action qui est à l'endroit où on a pris le dé. Qui est une des 6 actions du jeu. Ben, il y en a 5 en fait, là, parce qu'il y en a une que c'est l'action de Joker, que tu peux copier n'importe laquelle. Là. Donc, tu vas faire une des 5 actions. Tu en as 2 qui te permettent de déplacer des pions sur le plateau. Fait que tu as 2 pions qui peuvent se déplacer. Tu as ton marchand qui, lui, va aller poser des maisons à certains emplacements pour te gagner des points. Puis c'est aussi lui qui va te permettre de participer à la fête à la fin de la manche, qui est un objectif, dans le fond, de fin de manche. Fait qu'il faut que ton marchand soit dans la bonne ville ou que tu aies réussi à mettre une maison dans la ville où il y a la fête. Ton deuxième pion que tu peux déplacer, c'est l'architecte. Lui, il va se promener encore une fois de ville en ville. Il va pouvoir aller placer des colonnes. Les colonnes vont te permettre de contribuer à des cathédrales, qui est une façon aussi de marquer des points. Tu vas avoir une action qui te permet d'aller acheter des tuiles de personnages que tu vas aller mettre dans des petites maisons sur ton plateau personnel. Selon leur catégorie, ils ont aussi des bonus que tu vas faire quand tu vas les placer. Ils vont te donner des ressources, ils vont te donner d'autres actions, des trucs comme ça. Tu vas pouvoir aller acheter des contrats qui sont des façons de faire des points encore une fois. Fait que si tu défausses les ressources pour accomplir ton contrat. Les contrats sont aussi ce qui vont te permettre de débarrer tes colonnes. Fait que c'est toujours bon aussi de faire ça. Puis tu as la fameuse action de la piste du roi là, qui te permet d'avancer sur une piste pour faire des points au lieu d'en perdre. Puis c'est aussi la piste qui détermine l'initiative. Fait que tu vas... Ne pas sous-estimer cette piste. Non, c'est ça. Ça peut faire mal si tu t'en occupes pas bien. Ouais. Puis tu gagnes tout le temps la ressource égale au dé, mais tu vas gagner le nombre d'actions qui est l'inverse du dé, qui est la face qui est à l'opposé, dans le fond. Fait que c'est tout le temps... les deux faces d'un dé, on sait qu'elles s'additionnent tout le temps pour donner 7. Fait que si j'ai pris un dé qui m'a donné 3 ressources, ben, je vais pouvoir faire 4 fois l'action de cet endroit-là. Si je prends un dé qui donne une ressource, je vais pouvoir faire 6 fois l'action. Fait que c'est quand même un peu explosif. Puis c'est le genre de jeu que un peu partout sur le plateau, il y a plein de tuiles dans les différentes villes. Puis autant l'architecte que le marchand peuvent ramasser ces tuiles-là que tu peux mettre sur ton plateau dans des cases. Tu as juste 4 cases limitées. Puis il y a plein de tuiles qui peuvent donner des ressources ou des trucs, mais il y a des tuiles qui vont donner d'autres actions. Fait que tu sais, je prends mon dé, je gagne des ressources, je fais 6 actions de marchand. Là, je me promène avec mon marchand, je pogne une tuile qui me permet de faire 3 fois l'action de la piste du roi. Puis là, je pogne une autre tuile qui me permet de faire 2 actions de personnage. J'achète 2 tuiles de personnage. Puis en plaçant ma tuile de personnage, je peux aller m'acheter un contrat. Puis là, après ça, je continue à bouger mon marchand. Fait que tu sais, vous voyez le genre de tour que tu peux faire dans ce jeu-là. C'est vraiment une espèce de jeu de combo de malade. Et tout ce que tu vas faire va finir par faire des points. Fait que c'est quand même super le fun à jouer. Super satisfaisant au niveau combo là, pour un jeu euro comme ça. Puis c'est un jeu qui joue en 4 manches. Fait que tu sais, tu vas recruter 12 dés dans ta game. Là, fait que t'as pas tant d'actions que ça, mais il y a certaines actions qui vont tellement exploser que t'as vraiment l'impression d'avoir bâti plein d'affaires et d'avoir accompli plein de choses dans ta game. Fait que je l'ai beaucoup aimé. C'est un système de règles qui est vraiment
pas dur à prendre en main, en fait. Oui, il y a plein de possibilités, il y a plein de petits détails, mais le cœur du jeu est quand même relativement simple à comprendre pour un jeu de gestion comme ça. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai joué à 2, à 3, à 4. J'ai joué à tous les comptes de joueurs, sauf solo. J'ai pas joué solo, je l'avoue. Ouais. Mais il y a un mode solo pour ceux que ça intéresse. Donc, ça a été vraiment une belle découverte. Pour moi, ça a été un gros hit de M. Luciani de l'année passée, avec son pote, M. Tacchini. Donc, très le fun de retrouver ce duo d'auteurs italiens très, très créatifs. Puis très. Je suis toujours content de découvrir les nouveaux designs qu'ils font. Qui font. All right. Je continue donc. On est rendu à 24. Ça roule tellement vite. Bon, choix 24. Peut-être qu'avec cet indice-là, tu trouveras. Il était sur ma dernière liste. C'est peut-être mon jeu le plus impressionnant en termes de jeu de figurines. Je parle évidemment de Mythic Battle Pantheon, Ben oui. qui était 16e la dernière fois. Il souffre de. Ben, il n'est pas trop loin. Il fait juste souffrir un petit peu d'affaires qu'on a dit pour plusieurs autres jeux. Il y a tellement de bons jeux qui sont sortis à cette époque, depuis ce temps-là. Puis c'est un jeu qui demande quand même un bon investissement de temps. Fait que j'ai jamais trouvé. Il y a Vincent, je sais qu'il l'aime beaucoup aussi, mais j'ai pas trouvé, à part Vincent, de joueur régulier. Puis j'ai même pas joué si souvent que ça avec Vincent. Je joue d'ailleurs une partie peut-être cette semaine. J'ai très hâte. Mythic Battle Pantheon, c'est un jeu donc de skirmish, avec un jeu d'affrontement. Il peut se jouer à 2, il peut se jouer à 3, il peut se jouer à 4, mais je dirais par expérience, il se joue, il est plus efficace en nombre pair, là, fait que 2 contre 2 ou 1 contre 1. Un petit peu comme des jeux command match, on dirait qu'à 3, il y a une petite affaire qui ne fonctionne pas. Il y a aussi avec les extensions beaucoup de mini-campagnes de 3-4 parties qui existent. Il y a même un mode solo puis un mode coop qui existe dans certaines campagnes. Mais lui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est très classique dans ce type de jeu-là. Donc, c'est le genre de jeu où on va se donner un nombre de points. Selon le scénario qu'on choisit. Le scénario va nous dire si tu es à 2 joueurs, ben, c'est 18 points chaque, ou 14 points chaque, ou 16 points chaque. Puis avec ces points-là, on est obligé de recruter une divinité. Puis ensuite, avec ces autres points, on va recruter soit des monstres, soit des héros, soit des troupes. La thématique, c'est qu'on est dans une espèce de Grèce post-apocalyptique où les dieux ont été vaincus de l'Olympe, puis ils tentent de retrouver ce qui s'appelle les hommes phallos pour retrouver leur pouvoir perdu, pouvoir reconquérir l'Olympe. Fait que chaque partie peut se terminer de 2 façons dans le jeu de base, c'est-à-dire que les dieux vont prendre contrôle d'un certain nombre d'hommes phallos, qui sont les petites pierres rouges qu'on voit un petit peu partout sur le plateau, ou on peut éliminer le dieu adverse, et spécifiquement le dieu adverse. Fait que si j'ai Zeus et j'ai choisi Achille, et le Cerbère, et l'Hydre, puis 2-3 troupes, puis toi, t'as Athéna avec Hector et Paris et 2-3 troupes, puis t'as le Minotaure, puis etc. Ben, si je réussis à éliminer Athéna, je gagne la game. Ou si je gagne, généralement, c'est 4 hommes phallos, je vais gagner la partie aussi. Après ton jeu, un tour de jeu va se jouer via une main d'action. On va brasser, chaque dieu va venir avec un certain nombre de cartes. Ben, chaque troupe unité va venir avec un certain nombre de cartes. On va les brasser ensemble. On va avoir des cartes hors de la guerre qui sont brassées dans ce deck-là aussi, qui vont nous permettre de prendre des actions spéciales. On va piger un certain nombre de cartes en début de tour. En début de partie, on va repiger un certain nombre de cartes à tous les tours de jeu et je vais jouer des cartes de ma main pour activer mes diverses unités. Fait que si je veux jouer Zeus, il faut que je joue une carte Zeus. Fait qu'il faut que je l'aide dans les mains. Une carte Zeus. Puis je peux jouer mes cartes de la guerre pour piger davantage de cartes, pour aller chercher des cartes spécifiques dans mon deck. Il y a beaucoup d'unités que je vais avoir joué des cartes de la guerre pour des cartes hors de la guerre pour activer certaines de leurs habiletés. Fait que là, on est comme dans les jeux de skirmish, fait que très tactique, positionner ces unités comme il faut en optimisant leur force puis en minimisant leur faiblesse. Fait que si j'ai l'id va bloquer le chemin ainsi que le chemin des cases adjacentes. Fait que je vais aller essayer de piéger ton gros cogneur dans un coin parce que l'hydre est littéralement pas tuable. Fait que je vais essayer d'aller placer ton cogneur dans un coin pour pas qu'il puisse venir attaquer mon dieu pendant que mon unité rapide se déplace pour aller chercher les hommes phallos puis les ramener. Mais toi, tu vas te servir de ton archer pour attaquer mon unité rapide ou pour faire une habileté quelconque l'empêchant de bouger. Tu vas peut-être avoir pris le griffon qui fait qu'il se déplace rapidement. Fait que c'est un jeu qui est hyper tactique, hyper intéressant. J'aime beaucoup le système de combat où tes dés, ce sont des dés qui explosent. Puis les difficultés pour toucher, surtout les unités les plus fortes, sont supérieures au chiffre maximal que tu peux obtenir sur un dé, mais c'est un dé qui explose. Fait que si j'obtiens le 5 qui explose, ben je peux relancer ce dé-là et l'ajouter. Fait que là, je peux faire une attaque à 8 dés, puis j'ai 1 ou 2 dés qui explosent, je vais les relancer. Ou je peux sacrifier tous mes dés qui ne sont pas vierges pour faire des +1 sur un dé.
Fait que si j'ai 3D qui explose, est-ce que je préfère sacrifier mes dés pour tout transformer ça en un succès garanti ou je veux relancer ces 3D qui explosent là, mais je ne suis même pas garanti d'avoir un seul succès. Tu as des choix stratégiques qui sont intéressants là-dessus. Puis un aspect qui est critiqué du jeu, si je puis dire, mais que moi j'aime beaucoup, c'est le recrutement. C'est un jeu où le recrutement fait partie de la game. Je peux pas bâtir mon armée tout seul dans mon coin, tu bâtis la tienne tout seul dans ton coin, puis après on se rencontre, puis on se dit OK, moi j'ai pris telle unité, puis on commence notre game. Parce que les unités ont tellement des pouvoirs spécifiques et puissants, et toutes les unités ont des pouvoirs très puissants, qu'on doit réagir à ce que l'autre va choisir. Puis c'est un aspect que j'aime beaucoup. Faut que tu les connaisses un peu, ou faut que tu aies un gars qui est suffisamment connaisseur et helper pour bien expliquer qu'est-ce qu'il est en train de choisir pour que tu puisses réagir en conséquence. C'est un jeu que tu as quand même un bon avantage si tu joues contre quelqu'un qui n'a jamais joué. Parce que si je prends Orphée et tu ne l'as pas vu venir, il a été un peu nerfé avec les nouvelles règles, la dernière édition, mais dans les règles de base, il y a une règle qui va bloquer littéralement les autres joueurs. Puis si tu n'as pas pris d'archer ou de personnages qui peuvent attaquer de loin, en tout cas contrer cette habileté-là, tu es fait avant que ça commence. Il y a Echo qui a un pouvoir similaire, des trucs comme ça. Fait que c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'on réagit à l'autre. OK, t'as pris lui, parfait, je prends une troupe d'archers squelettes pour pouvoir t'attaquer de loin. Ah, t'as des archers squelettes, parfait, je prends celui-là qui contrôle les undead. Ah, fuck. OK, fait que je vais prendre telle affaire qui va attaquer lui. Fait que moi, je vais prendre ça, je me déplace vite. OK, moi, je prends lui qui va te le bloquer. Puis on construit notre unité comme ça, c'est hyper intéressant. J'adore ce jeu-là. Il y a des unités, il y en a plus finir, mais j'ai beaucoup trop d'extensions. Il est ici, là, dans le coin là-bas. Mais il y a beaucoup trop d'extensions, je les ai toutes. J'ai tout le Mythic Battle grec qui est sorti, puis il y a un Ragnarok qui n'est pas sorti encore, je pense. Il me semble que non. Mais qui a été annoncé, le Kickstarter, où le GameFound a été fait et tout. Je ne penserais pas que je vais me le procurer. J'ai déjà beaucoup trop de stock, mais j'ai énormément de fun. Quand je réussis à sortir, là, c'est un blast, là, c'est un succès extraordinaire pour moi à chaque fois. Mon jeu de skirmish préféré, probablement, il me semble. Mythic Battle. Puis surprenamment, les games, ils durent 1 heure, genre. C'est pas super Ah long, oui, c'est là. pas. Le combat, je parle, là. C'est 1 heure et demie. Une game, c'est 1 heure et demie. T'as un 30 minutes de créer ton armée. Ouais. Puis après, puis ça te prend un bon système. Là, tout est classé avec les cartes, etc. Parce que sinon, c'est l'enfer. T'as une demi-heure créer ton armée, t'as 1 heure jouer à la game. À deux, là, c'est pas un jeu qui est si long que ça. Puis quand tu es avec quelqu'un qui est habitué, tu sais, mettons, si je joue avec Vincent, on connaît assez les unités qu'on pourrait se faire une petite conversation Messenger, là, bâtir nos unités, je prépare le jeu d'avance, 45 minutes, 1 heure, la game est faite. Ouais, c'est clair. C'est Parce que vraiment très. le board est quand même petit, fait que tu sais, tu passes Oh, pas oui, 4 tours à te promener sans attaquer l'autre, là. Tu peux non, l'attaquer puis au premier tour, là. dans la nouvelle édition, un des défauts que je trouvais dans l'édition que j'ai, mais qui a été changé avec les nouvelles règles, c'est que tu dois jouer ta première action pour faire apparaître des unités sur le plateau. Ça, ils mettent tout de suite. Maintenant, tu pars sur le plateau avec la plupart de tes unités. Perte Fait de que là, temps. tu perds le premier 10 minutes de jeu, il est coupé. Là. Tu commences, puis avec ma première action, j'avance mon archer, puis je t'attaque tout de suite ton boss, des fois que. Puis mine de rien, je ne l'ai pas dit, mais il y a un système que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand tu frappes une unité, tu enlèves la puissance. Fait que si je réussis à blesser mon Achille 2, 3 fois, là, il Il y a devient moins de vulnérable parce que là, défense. son attaque est plus basse, son déplacement est plus bas, sa défense est plus basse. Puis là, peut-être que j'ai une ouverture pour le pogner. Mais ils ont vraiment réussi à bien thématiser ça parce que justement, Achille, c'est un bon exemple. Je suis pas sûr que je l'ai vu se faire descendre dans une game. Ouais, Il c'est n'est pas lui qui a quasiment tuable. la Il est meilleure pas défense tuable. du jeu Il a la meilleure défense du jeu. Il y a une meilleure défense. Ben, il y a une meilleure défense caresse, pratiquement. que les dieux. C'est Achille. Ouais, Fit. c'est ça. Sauf contre Paris. Genre. C'est sa faiblesse. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un très, très, très bon jeu de skirmish. Mon numéro 24. Super. Mon numéro 24, c'est le meilleur jeu de Marvel. Oh, De mon ouais. top 100. Si haut que ça. Si haut que ça. J'ai mis Marvel United, surprenamment. Je vais mettre X-Men, là, parce que c'est celui que j'ai. Ouais. Parce que non, je n'ai pas les 2 saisons. Et non, je n'ai pas acheté la 3e saison. Honnêtement, une saison avec Stretch Goal. Je pense que je n'ai assez pour jouer toutes les games de Marvel United quand j'ai le goût d'y jouer. Puis d'avoir des personnages différents de toute façon. C'est un jeu que si vous le regardez, vous faites comme... Ok, c'est un jeu pour enfants, ça. Ça a l'air d'un jeu pour enfants. Ça reste un jeu familial, ça reste un jeu simple. Mais c'est tellement un jeu qui me surprend. À chaque fois que j'y joue, je suis comme... C'est fou comme le système est simple et qu'ils ont réussi à donner une twist thématique à chaque bonhomme, donner une twist thématique à chaque boss, de donner des règles particulières à chaque boss.
Ils ont réussi vraiment à faire un beau système, puis à le twister d'un bord puis de l'autre. Tu sais, pas juste une fois, là, au nombre de bonhommes qu'il y a, puis qui existent, c'est fou. Le nombre de boss qu'ils ont designé, le nombre de trucs qu'ils ont fait, le nombre de modes de jeu là, qui existent, le nombre d'extensions qu'ils ont créées. C'est ridicule le nombre de stocks qui existent, mais c'est un des rares jeux que, vu que les games sont super rapides, c'est un jeu coopératif qui dure genre max une demi-heure, là, une partie. Quand t'es habitué, 20 minutes. Fait que c'est 25. tellement rapide que tu vas tout le temps genre jouer 2-3 games de suite, puis tu vas comme tout le temps changer bonheur. Hey, j'ai le goût d'essayer tel personnage. Hey, on se pogne-tu contre tel vilain? Ou hey, moi j'ai le goût de jouer Magneto parce que c'est un anti-héros, je peux le jouer comme un héros aussi. On n'est pas obligé de le jouer comme un vilain. Puis là, on se bat dessus contre les sentinelles avec le scénario spécial. Puis hey, on essaie-tu le team mode des Fantastic Four contre Doctor Doom. Puis tu sais, il y a vraiment plein d'affaires le fun dans ce jeu-là. C'est vraiment un petit jeu un peu feel good, là. Ouais. On est vraiment bien réussi. Puis moi, je dis souvent qu'une de ses plus belles qualités, c'est que certains des jeux que j'ai, malgré le fait que je les trouve meilleurs que Marvel United, je jouerai pas avec toutes les stretch goals. Ouais, jamais. Marvel Presque United, jamais. moi, j'en ai du stock, puis je vais passer au travers, parce que quand on joue, c'est comme tu dis, ça m'est arrivé plusieurs fois de le sortir au début d'une soirée. Quelqu'un dit hey, j'aime pas ça encore, j'aimerais ça l'essayer, puis finalement, on joue 6 games en ligne, on joue juste à ça toute la soirée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un jeu très accessible. C'est un jeu un peu passe-partout parce que tu peux sortir avec n'importe qui, tu peux sortir avec des non-gamers, puis ça marcherait parce que le système de jeu, tu piges une carte, tu as une main de 4 cartes, tu en joues une des cartes. Sur la carte, il y a des symboles et peut-être du texte. Puis il y a genre 3 sortes de symboles, puis un joker. Fait que tu as 4 symboles à apprendre. Fait que tu as des symboles qui te permettent de déplacer, tu as des symboles qui te permettent le symbole d'étoile D'attaquer. qui te permet Ouais. de sauver des civils. Contrecarrer ses plans ou de sauver des Ouais, civils. contrecarrer les plans du méchant. Puis tu as le symbole d'attaque qui te permet de tuer des thugs ou de tuer des sbires ou attaquer le boss, évidemment, si t'es rendu là dans la partie. Puis tu as le symbole Joker que tu peux faire n'importe quel des trois. Puis chaque personnage va avoir, je sais pas, 3-4 cartes qui ont du texte. Fait qu'il a une habilité spéciale. Quand il va jouer cette carte-là, ben, il va appliquer l'effet de son texte en plus. Puis on va placer les cartes une à la suite de l'autre. Puis si on a le playmat, on peut faire comme un gros rond là, avec les cartes. Là. Sinon, on peut juste les mettre une à la suite de l'autre, ça change rien. Puis dans le fond, le joueur après nous autres, il va jouer sa carte, puis il peut activer tous les symboles de sa carte et de la dernière carte héros qui a été jouée. Fait que c'est un jeu vraiment le fun parce que des fois, c'est comme ah man, j'ai plein d'attaques, mais j'ai pas de déplacement. Hey, mais toi, tu joues avant moi, tu peux-tu me mettre une carte qui a un déplacement, ça va me permettre d'y aller, puis d'aller tuer un sbire, puis là, on va avancer, on va unlocker le boss, on va être capable de le tuer. Fait que c'est un jeu qui va quand même demander une certaine communication entre les joueurs, puis c'est ce qui est le fun d'essayer de se coordonner. Puis, tu sais, le système même de points de vie, c'est super simple. Quand tu te fais attaquer, tu vas te défausser des cartes en dessous de ton deck. Puis, si tu n'as plus de cartes dans les mains, t'es knockdown. Puis, si t'es knockdown, le boss va faire un effet spécial selon c'est quoi qu'il fait. Fait que les boss ont des fois deux façons de gagner. Tu sais, une classique, puis une qui est propre à son scénario. Fait que il y a vraiment des trucs le fun. Puis, tu sais, je pense que sa force, c'est vraiment sa variété, puis son accessibilité. Puis c'est sûr que c'est un jeu que si t'as la boîte de base retail, t'as 6 bonhommes, 3 boss, tu vas faire comme moi. Là, j'ai fait le tour assez vite. Effectivement, c'est le genre de jeu que ça va te prendre des extensions ou si t'as la chance d'avoir une des saisons en socio-financement, ben t'as genre une boîte de stretch goal avec 40 héros puis 20 boss. Puis j'exagère même pas. Là. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, honnêtement, ça te fait comme 45 héros avec la boîte de base puis les stretch goals puis genre... t'as genre 23, 24 boss, là. Fait que, honnêtement, juste avec ça, là, t'es en affaire. Je pense. Mais là, ils ont déjà sorti une saison 3 qui était Kickstarter il y a quelques semaines. Oui. La boîte Multiverse. Puis là, crime, ils vont-tu vraiment faire une saison 4? Ils vont-tu arrêter? Écoute, je sais, parce que une fois que tu as exploré Multiverse, d'habitude, il te reste plus tant d'héros que ça après à aller chercher. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient aller faire. Ils vont peut-être faire le Marvel United Zombie. Marvel United. Ils vont faire Star Wars United. Ah, ça va me coûter cher. Ça serait malade, ça. Parce que là, en plus, s'ils sont compatibles, oh shit. ça serait malade. Ouais. Serait malade. Luke Skywalker contre Galactus. Ça serait cool. Mais Simon a parlé de séance Star Wars, quoi, qu'ils sont sûrement capables de la chercher. Bah, c'est ça. Si tu es capable d'aller chercher du Marvel, parce que c'est un jeu qu'ils ont construit pour
le mass market, on se le cachera pas. Ouais. Là. Oui, parce que c'est un jeu que tu trouves dans des magasins grande surface aux États-Unis. Puis c'est même un jeu que, si tu cherches juste la boîte de base pour essayer, je l'ai souvent vu passer sur un Amazon à 20$ ou des trucs comme ça. Là. Ouais, C'est vraiment pas cher la boîte de ou si t'es base. en vacances aux États cet été, là, genre c'est ça, dans les Walmart, Target, c'est le genre de jeu qui se trouve là. Fait que c'est un beau jeu pour percer puis initier des nouveaux joueurs puis faire connaître le hobby. Fait que c'est vraiment un beau succès sur toute la ligne. Puis oui, c'est un thème Marvel, oui, c'est full à la mode, puis il y en a partout, mais Colin, ils l'ont bien fait. Ils ont pas botché leur job. Non. C'est le nom aussi, un peu comme on passait sur les réseaux sociaux au début. Ouais, ouais, puis j'étais le premier, quand je l'ai vu, j'ai comme fait, ah, ça a l'air poche, là. Le gameplay, ça a l'air trop simple, puis tout. Puis j'étais le premier à dire ça quand je l'ai vu. Puis je trouvais que les figurines étaient laides, les petits chibis. Puis finalement, en vrai, je les trouve plus belles, là, honnêtement. Puis le gameplay, c'est juste le fun. Fait que Ouais. Marvel United, Je suis bien d'accord. ouais, c'est mon numéro 24. Moi aussi, je pensais que tu allais le mettre un peu plus bas comme moi, mais tu l'as nommé, je pense, dans les 40. 43, je pense. Bon, quand même. Mais c'est un jeu que d'après moi, comme d'autres, un peu comme Marvel Champion, d'après moi, c'est un jeu qui va faire un slow rise. Mm. Parce que plus il sort du stock, à chaque fois que je joue un personnage que j'ai jamais joué, ça me fascine comment ils réussissent avec Ah, 12 cartes à représenter ce personnage-là. ouais. Avec tu sens quand même la thématique du personnage. Ouais. Marvel United, numéro 24. Je continue, restons tant qu'à ça. Simon marche bien dans ce segment-là. Oui. Fait qu'on va rester avec Simon. Je m'en vais avec. En fait, c'est un jeu qui mixe la compagnie de la Poursuite du Bonheur et la compagnie de Death May Die parce que c'est le jeu Projet Elite. Oh. Fait que Project Elite, c'est une réédition, en fait, d'un jeu qui s'appelait aussi Project Elite, qui avait été fait quelques années auparavant par Artipia Games, la compagnie qui a fait Poursuite du Bonheur. Projet Elite, on va chercher exactement la même thématique que j'avais dans Galaxy Defenders ou dans XCOM, donc une invasion extraterrestre. On est une équipe de spécialistes d'intervention qui va repousser cette invasion-là. Mais là, c'est un jeu coopératif, puis qui a plus un type de Tower Defense, en quelque sorte, en temps réel. Oui. En roulant de dés. Fait que, c'est un jeu qui va mixer le lancer des dés en temps réel avec l'activation d'habiletés qui va permettre de repousser ces unités-là. Fait que Projet Elite, on va choisir un personnage, il va avoir un pouvoir spécifique, on va commencer avec l'équipement, on va choisir un scénario. Notre scénario, ça peut être par exemple d'aller installer 5 sets d'explosifs à 5 endroits précis de la map. Et ensuite, quand on va préparer un tour de jeu, on va spawner quelques ennemis en début de partie. Puis ensuite, on va rouler des dés de façon frénétique en temps réel. Chaque déplacement qu'on roule, on va pouvoir déplacer notre soldat d'une case. Puis ensuite, si on veut tirer, il va falloir, si on veut utiliser nos armes à feu, nos fusils laser, nos grenades, etc., il va y avoir des icônes spécifiques sur notre carte d'équipement, puis il va falloir rouler ces icônes-là. Fait que peut-être qu'il faut que je roule 2 pistolets. Fait que là, je roule, je pogne un pistolet, je le mets sur ma carte, je continue à rouler jusqu'à temps que je pogne un deuxième pistolet, je le mets sur ma carte. Fait que là, ma carte, elle me dit parfait, tu peux lancer 3 de 6, puis chaque 5 et plus, tu tues un alien à 3 cases au moins. Je lance mes 3 de 6, j'ai pas de 5. Ah, j'ai raté mon coup. Je recommence à lancer mes 2 pistolets, j'en place un, je place le deuxième, je lance mes 3 de 6, j'ai un 5, j'en tue un, je le prends, je le garoche dans le panier, parce que c'est tout en temps réel, puis on continue comme ça. Puis là, quand j'arrive à côté d'un objectif où je veux poser mes explosifs, il faut que je roule des petits wrenches, il y a des cases où je peux fouiller, trouver de l'équipement, mais il faut que je roule un dé particulier. Il y a certaines actions particulièrement puissantes que si je place un dé dessus, ce dé-là, j'ai juste 4 dés, mais ce dé-là, pour le reste du tour, je ne peux plus m'en servir. Puis, il faut que je repose des ennemis. S'il y a un ennemi qui met le pied dans notre base, on perd la game. Fait qu'il faut que je réussisse à faire tous mes objectifs en repoussant des ennemis, puis qui arrivent en vagues de plus en plus nombreuses. De temps en temps, il y a des boss qui vont apparaître, qui vont avoir des règles spéciales, puis qui vont être plus durs à tuer, qui sont les mini-rouges. On en voit un d'ailleurs, l'espèce de scorpion qui est en avait, qui vont apparaître, puis qu'eux autres vont donner de l'équipement spécial si on les tue, mais qui vont être plus durs à tuer. Puis là, ce qui est merveilleux du jeu, c'est qu'il se joue en 8 tours de jeu. Puis un tour de jeu, c'est 2 minutes. Chronométré. Tu as 2 minutes chronométriques, un timer, que tu roules tes dés de façon frénétique, puis là, on roule en débile. Puis évidemment, sur chaque D6, il y a une face que si on la roule, on est obligé de faire avancer l'un des aliens du plateau. Puis là, comme on est en temps réel, c'est la réponse parfaite à n'importe quel alpha gamer du monde. Quand on est en temps réel, tu n'as pas le temps de gérer les autres. Là. Tu gères ton affaire à toi. Tu as de la misère à gérer toi-même. C'est ça. Puis avant le début du tour de jeu, on se dit, OK, là, moi, je suis proche de tel objectif. Moi, je vais essayer d'aller le faire. David, il va dire, parfait, moi, je vais essayer de clairer les aliens de ce bar-là. Patrice va dire, moi, je claire les aliens de tel bar. L'autre va dire, moi, je vais aller fouiller à telle place. Puis après, je m'en vais vous aider par là. Puis là, après, de Hells Get Loose, là, il faut qu'on commence à rouler les dés. Tous nos plans s'en vont dans tous les sens. Puis là, je roule. Puis là, j'essaie de tuer un ennemi.
un alien qui est devant moi. Puis là, quand je finis par réussir mes deux pistolets, je lève la tête. Puis là, il n'est plus devant moi parce que ça fait 3 fois que David il roule un alien. Puis il a décidé d'avancer celui-là parce qu'on n'a pas le temps de se consulter. Fait que c'est un jeu qui est extrêmement frénétique, mais oh, combien agréable. Mais il faut que tu aimes les jeux, entre guillemets, stressants. C'est pas un jeu d'horreur du tout, mais les jeux où tu es sénère. Puis le jeu réussit bien à le manager, à le gérer, cette crise de nerfs-là contrôlée, parce que les tours durent 2 minutes. Fait que tu as un 2 minutes chronométré, super stressant, tu roules les dés en fou, tu essaies de rouler plein de dés, puis tu n'as pas le temps de poser de questions. Puis là, quand le 2 minutes est fini, il y a une espèce de phase d'entretien. On spawn des nouveaux ennemis, ils avancent un certain nombre, ils activent leurs habiletés spéciales, le boss fait son move spécial. Fait que j'ai pas besoin de me rappeler d'une tonne de règles pendant mon tour à moi. J'ai juste 2 équipements à gérer, 2 armes à gérer, peut-être un équipement spécial. Il y a juste 3 types d'ennemis différents, il n'y en a pas 12. Fait que, il y en a un qui bouge vite, il y en a un qui bouge pas vite, mais qui tire, puis il y en a un qui bouge moyen, puis qui tire pas, littéralement. Fait qu'il n'y a pas tant de règles que ça à se rappeler. Le matériel est de super bonne qualité. Puis c'est des jeux qui sont quand même pas faciles à gagner. J'aime un jeu qui a un bon niveau de difficulté. Fait que c'est vraiment le feeling. Tu as vraiment le feeling d'être le héros de Doom, là, que tu avances, puis qu'il y a des monstres partout autour de toi, puis tu les enlèves à poignée. Là, tu prends une poignée d'ennemis, tu les garoches sur le bord. T'en as tué 3, j'en ai tué 3. On les pitch sur le côté, puis on les triera à la fin du tour de jeu. C'est vraiment très, très le fun. Project Elite. Mais il faut que tu aimes l'Améritrash, c'est peut-être le plus Améritrash que j'ai de tous mes jeux. Ça l'est à fond, la caisse. Ouais. C'est Starship Trooper, genre de board game. Exactement. Ouais, c'est un très bon exemple. C'est Starship Trooper de board game. Il y a des bébites qui arrivent de partout, puis on les tire en malade mentale de tous les sens avec des grosses mitraillettes, puis du monde beaucoup trop musclé. Ouais. C'est quand même cool qu'il y ait une belle réédition pour du bon matériel. Parce que la première édition est beau boy. Oui, en effet. Pour mon numéro 23, j'ai choisi aussi un jeu coop, un petit jeu coop qui s'appelle Spike Club. C'est un jeu que je parle souvent. Mais on dirait que je suis le seul à en parler. C'est un jeu qui dit pas grand chose à plein de monde. Puis étrangement, c'est pas un jeu d'enquête. Déjà en voyant la boîte, le monde sont comme pas encore un jeu d'enquête, mais non, c'est pas ça. C'est un jeu coopératif de set collection. Ça peut ressembler à un genre de pandémie, dans le fond. On essaye de faire des collections de cartes, de 5 cartes de la même couleur pour essayer de résoudre notre énigme. Puis chaque aspect du crime en tant que tel, on va essayer d'avoir 5 cartes de la même couleur pour résoudre cet aspect-là. Puis si on résout tous les aspects du crime, on va gagner. C'est un jeu coopératif de points d'action assez classique. Assez simple. On a des cartes qui sont recto-verso sur lesquelles on va retrouver justement les 5 couleurs qui sont les 5 aspects du crime. Là. Fait que le lieu, le motif, le suspect, je sais pas, la pièce à conviction ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que c'est les 5 aspects pour résoudre une enquête. Puis dans le fond, chaque personnage a ses 3 cartes devant lui qui est sa main. Fait que ta main de carte, elle est publique parce que vu que les cartes sont recto-verso, puis c'est pas nécessairement la même couleur de chaque bord. Fait que tu peux pas retourner les cartes si tu fais pas l'action pour le faire dans le jeu. Fait que tu as un petit aspect de mémoire un peu qui entre en compte dans le jeu. Fait qu'on va essayer de manipuler les cartes qu'on a dans nos mains, soit pour les échanger, pour essayer d'aller les jouer au milieu, pour justement en mettre 5 de la même couleur pour pouvoir résoudre cet aspect-là. Fait que c'est, en grosso modo, c'est ça qu'on va faire. On va dépenser des jetons d'idées, qui est la ressource du jeu, pour pouvoir justement envoyer nos cartes sur les emplacements du milieu du plateau pour pouvoir essayer de faire la collection de 5 cartes de la même couleur. Puis on va essayer de faire toutes les collections des 5 couleurs pour pouvoir gagner. Fait que ça a l'air super basique comme ça. Puis après ça, le méchant, de la manière qu'il marche, c'est quand même intéressant. Il y a un petit deck de cartes dans lequel on va tourner sa première carte à son tour, dans le fond, autour de chaque joueur. Puis on va suivre un peu les traces du suspect. Puis dans le fond, on va toujours voir un peu c'est quoi les 3 possibilités qu'il peut faire, le nombre de déplacements qu'il peut faire. Puis selon la carte qu'on va flipper, ben ça va être une de ces 3 possibilités-là. Fait qu'on peut tout le temps un peu anticiper où il s'en va. Parce que lui, dans le fond, il va se promener sur les cartes des joueurs. Puis la couleur où il va s'arrêter, c'est l'effet négatif qu'il va faire. Fait que des fois, dans le jeu, on est rendu à certains endroits, ben on veut plus certains effets négatifs que d'autres. Ou des fois, on a même des cartes qui sont grises, qui sont des cartes qui servent à rien, mais si tu réussis à faire arrêter le méchant sur une carte grise, il se passe rien pour lui aussi. Fait qu'il y a un petit côté stratégique qui est le fun à l'intérieur de ça pour anticiper où s'en va le méchant puis comment il fonctionne. Fait que c'est vraiment le fun. Mais la richesse du jeu, c'est qu'ils ont fait un système de modules
qui ont appelé le Mosaic System. Puis dans le fond, à chaque fois que tu vas jouer une game, à un moment donné dans la game, on va débarrer un module. Puis il y en a genre 40 des modules. Fait qu'on va débarrer un module qui va donner des nouvelles règles, des nouvelles actions, une nouvelle façon de gagner, une nouvelle action que tu peux faire, une nouvelle façon de placer les cartes au milieu. C'est plus nécessairement une collection de 5 dans une couleur maintenant qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un carré ou il faut qu'on fasse quelque chose de bizarre avec les cartes. Fait qu'il y a on peut rajouter plein de modules différents. Puis chaque module va avoir ses propres règles. Puis il va vraiment quand même changer l'allure de la partie. Puis à chaque partie, on va avoir un module différent. On va faire des genres de mini-campagnes de 5 scénarios de suite. Fait que dans le fond, dans une mini-campagne, on va débarrer 4 modules. On va en débarrer un après la première game, pour la deuxième, puis un après pour la troisième, puis ainsi de suite. Fait qu'on va essayer 4 modules différents à chaque fois qu'on va faire une mini-campagne de 5, puis chaque module va vraiment vous... En tout cas, chaque fois que j'ai joué, j'ai été surpris de voir le genre de règles ou de twists qu'ils peuvent amener. Fait que c'est un jeu qui a un aspect un peu évolutif. Parce que tu as des nouvelles règles qui vont s'ajouter de partie en partie, puis qui vont changer de partie en partie. Tu as même des pouvoirs de personnages que tu vas pouvoir gagner si tu réussis telle mission ou tels objectifs qu'ils vont donner dans ces modules-là. Fait que c'est quand même cool aussi. Mais il n'y a rien de destructible, tout est réinitialisable aussi. Fait que si vous n'aimez pas l'aspect Legacy, déchirer, écrire sur un plateau et tout ça. C'est pas ça dans le jeu-là. C'est vraiment tout qui fonctionne avec un système de cartes. Fait que c'est des nouvelles cartes qui vont avoir ces règles-là décrites ou ces nouvelles composantes-là. T'as comme un sac avec plein de composantes de carton que tu sais aucune idée à quoi ils servent, mais quand tu débarres un module, ils vont te dire va chercher tel jeton. Puis là, on va s'en servir avec ces nouvelles règles-là. Puis c'est le genre de jeu qu'une partie, honnêtement, c'est genre 30-40 minutes. Là. Fait qu'une campagne de 5 games, je l'ai déjà fait une dans une soirée. Fait que, en 3 heures, 3 heures et demie, on était capable de faire une campagne au complet de Spy Club. Fait que c'est d'ailleurs ce que j'ai fait la dernière fois que j'y ai joué. Fait que vraiment le fun. Vraiment une belle originalité. Puis un beau petit jeu coop qui est vraiment surprenant. Puis c'est le fun. Il a été traduit en français, je pense, en 2020 ou 2021 dans ce coin-là. Fait que ça fait quelques années qu'il est disponible en français aussi. Y a-t-il le même titre en français? Oui, il s'appelle Spy Club aussi, je pense, en français. Je pense qu'ils n'ont pas traduit le titre. Okay. Donc, super belle découverte pour moi. Mon numéro 23, Spy Club. Super. Demain, j'essaie à un moment donné. Mais je sais que tu as essayé mon numéro 22, qui est un classique. Et la seule raison pour laquelle il y avait le deuxième et pas plus haut, c'est que ça commence à faire un bon 3 ans que je n'ai pas joué. C'est Gloomhaven. Oh! J'ai pas joué parce que j'ai terminé la campagne là, à sa défense. Ouais, c'est pas parce que ça me tente plus. J'ai joué par contre à Jaws of the Lion quand c'est sorti, qui est sorti, je pense, justement en 2020. Je crois. Fait que c'est donc en 2020 la dernière fois que j'ai joué à Gloomhaven, parce que quand j'ai fait Jaws of the Lion, parce qu'il y avait Forgotten Circles que j'avais. Je me rappelle plus dans quelle heure c'est sorti. Forgotten Circles, ça me c'était avant. Il est sorti avant, ouais. Ouais. Fait que j'ai fait Forgotten Circle et j'ai fait Jaws of the Lion, mais là, j'ai pas joué. Probablement que ça va réexploser quand je vais rejouer à Frosthaven. Fait que Gloomhaven, bon, on en a parlé largement. Fait qu'un énorme jeu de campagne dans un univers fantasy, une narration correcte, mais une fantastique innovation au niveau de la façon dont tu découvres tes classes et tu débloques de nouvelles classes. Fait que c'est un gros jeu de legacy où tu vas déchirer des cartes, ouvrir des enveloppes, les boîtes que tu vas ouvrir, ça va littéralement être des nouvelles classes que tu dois débloquer en accomplissant des quêtes particulières avec la classe que tu as. Tu vas être forcé de retirer tes personnages. Fait que tu vas contrôler des nouvelles classes. Tu vas améliorer l'espèce de niveau de la ville. Fait que tu vas débloquer du nouvel équipement, des nouveaux trésors, des nouvelles armes, des nouvelles armures, etc. Tu as un nombre incalculable de missions. Je pense que tu en as 40 quelques dans la campagne de base. Puis tu peux monter facilement jusque dans les 80 en faisant des side quests, des quêtes aléatoires, des quêtes optionnelles, puis tout ça. Puis tu sais, t'as quand même un système d'action qui est original pour ce genre de jeu-là parce que tu es plus proche de l'euro que de l'Ameritrash, où tu vas avoir une main d'action qui représente ton personnage, une main de carte qui représente ton personnage. Tu vas avoir en choisir 2. Chaque carte est divisée en 2. Il y a une action dans le haut, une action dans le bas. Puis quand tu vas choisir tes 2 cartes, il y a un chiffre dans le centre qui représente l'initiative. Tu vas choisir laquelle des 2 cartes est ton initiative. Puis quand ça va être à toi de jouer, tu vas choisir quel haut et quel bas tu actives de tes 2 cartes, mais tu peux les interchanger. Tu n'es pas obligé de jouer ce que tu avais prévu initialement, mais tu es obligé de jouer ces 2 cartes-là. À la fin d'un cycle de cartes, il va falloir que tu en perdes une de façon définitive pour le reste de cette partie-là, de cette bataille-là. Puis c'est ça qui va gérer un peu ton énergie pour la bataille quand tu n'as plus de cartes, mais tu es éliminé. Puis tu as des points de vie, évidemment, qui peuvent te faire éliminer de façon
preemptive, là, de façon plus accélérée. Évidemment, si tu gères moins bien ou si tu es malchanceux au combat, tu as un système de modificateur de cartes qui est intéressant. On connaît quand même assez bien Gloomhaven. Je ne retomberai pas dans les détails, mais Ouais. des bonnes idées au niveau des mécaniques, au niveau de la façon de jouer. Extraordinaire au niveau de sa legacy, de l'aspect legacy du jeu, les trucs que tu débloques, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool et bien pensé. Fait que ça reste un jeu formidable, mais son plus gros défaut, c'est l'investissement de temps que ça t'y prend. Parce que tu vas être d'accord avec moi, si tu joues juste 10 games de Gloomhaven, tu n'as peut-être même pas débloqué un bonhomme encore, fait que tu n'as pas T'as encore rien découvert. goûté, là, ouais. Il faut que tu joues 15, 20, 25, 30 games pour faire comme ah, ok, c'est ça, Gloomhaven. Puis c'est quand même des games de 2-3 heures à chaque fois. Fait que c'est un énorme investissement de temps. Mais si tu peux te le permettre, tu joues avec un groupe régulier 1 ou 2 fois par semaine. C'est vraiment une expérience unique et fantastique. Probablement la meilleure expérience de Legacy que je peux recommander si tu es capable de la faire. Dans mon cas, c'est juste que là, comme ça fait quelques années que j'ai pas joué, comme c'est le cas de ce type de jeu-là, il s'efface un petit peu dans ma mémoire. Mais probablement que je rejouerais 3 games de Gloomhaven dans une fin de semaine. Je ferais Ah, c'est tellement extraordinaire ce Fait jeu-là. que tu sois ton Frosthaven, tu vas Ben, retourner Frosthaven dedans. s'en vient. Là, j'ai l'air d'être. On a reçu un courriel Ah oui, t'es disant d'un Hey, on a livré à dernier. tout le monde, sauf à toi. Ah oui, Littéralement. Jean-Pierre-Marc l'a reçu au mois de décembre. Ah oui, tout le monde l'a reçu. On a reçu un courriel disant là, on est à régler les derniers pourcentages de cas. T'es là-dedans. Les magasins l'ont reçu tout. Puis eux autres, ils font bien ça d'habitude. Tu le reçois comme backer avant. Je fais 8 fois que je vérifie et sûr, j'ai bien rempli mon pledge, puis je suis pas dans les personnes problématiques, qui est tout bien rempli, etc. Fait que Pat, il a vraiment pris une mauvaise décision de le backer avec moi. Une chose qui était pas pressée. C'était vraiment une bonne façon de l'avoir en dernier parce que moi, je l'ai pas reçu encore. Bon. Bon, c'est ça, tu vas Fait retourner que dedans. mon choix numéro 2, Gloomhaven. Parfait. 22, pas 2, 22. Euh, Quand même. mon choix 22, c'est un jeu de l'auteur Paul Dennen, qui a fait d'excellents jeux dans Ah, les dernières années. C'est Dune Imperium. ah. T'as eu peur? Je savais mon pool va scraper. Wow! Donc, c'est l'auteur de Clank aussi, d'ailleurs, Paul Dennen. Donc, 2 beaux succès de cet auteur-là dans les dernières années. Donc, Dune Imperium, qui est arrivé à peu près en même temps que le nouveau film là, de Denis Villeneuve là, sur Ouais. la franchise de Dune. Donc, c'est un jeu de deck building avec du placement d'ouvriers, puis de la confrontation, des combats. Donc, on a des cartes qui ont plusieurs usages. On va devoir jouer des cartes pour leur symbole de lieu. Donc, les endroits où on peut aller jouer des ouvriers sur le plateau. Fait qu'à chaque fois que je veux jouer un ouvrier, il faut que je défausse une carte qui a le symbole à l'endroit où je veux aller. Fait que tu as ça à gérer dans les cartes que tu vas acheter, là, parce que c'est un deck building. Fait que tu vas aller faire des actions avec tes ouvriers. Puis tu as juste 2 ouvriers dans ce jeu-là. Fait que tu n'en as pas une tonne non plus. Tu peux en débarrer un troisième pendant la partie, mais tu ne dépasseras pas ça. Ben, il y en a un temporaire que tu peux avoir pendant une manche. Mais bref, c'est pas un jeu que tu as genre 12 ouvriers à placer dans chacune des manches. Fait que ces actions-là sont assez. Il faut que tu essaies d'être le plus efficace possible dans ce qu'elles vont te donner parce que tu n'en as pas de temps que ça. Ensuite, une fois que tu veux plus jouer d'ouvrier ou que tu as joué tous tes ouvriers, ben là, tu vas comme passer ton tour. Puis quand tu vas passer ton tour, c'est ton reveal. Tu vas révéler les cartes qui te restent en main. Puis là, tu vas activer le bas des cartes. Fait que c'est là que les cartes vont te donner justement la ressource d'achat qui va te permettre d'aller au marché pour acheter des nouvelles cartes. Tu en as aussi qui vont te donner certains bonus de ressources, qui vont te donner des bonus de combat aussi dans cette phase-là. Puis après ça, ben là, tu vas pouvoir acheter des cartes au marché, ils vont se racheter dans ta défausse, éventuellement, tu vas pouvoir les piger pour pouvoir avoir des meilleures cartes. Fait que ça, c'est l'aspect deck building. Fait que tu as toujours la décision de je veux garder cette carte-là dans ma main parce qu'elle a beaucoup de points de recrutement pour mon reveal, mais c'est la seule carte que l'icône de la planète où je voudrais aller mettre mon ouvrier. Fait que tu sais, j'ajoute-tu pour mon ouvrier ou bien je la garde pour mon recrutement. Fait que ça, c'est des décisions que tu as à prendre dans le jeu. Puis on va placer des cubes de combat. Fait qu'on va faire certaines actions qui vont nous permettre d'aller placer des unités sur le champ de bataille qui est au milieu du plateau. Puis à chaque manche, on va avoir une carte de conflit. Fait que ça va être connu c'est quoi les récompenses de la bataille pour cette manche-là. Fait que c'est à toi de décider si tu veux te commettre un certain nombre d'unités puis essayer d'aller chercher ces récompenses-là. Ou si tu laisses faire, tu vas te préparer plus pour la manche suivante. Parce qu'on a une carte comme ça à chaque manche. Puis vers la fin de la partie, c'est toutes des cartes qui vont donner genre 1 ou 2 points de victoire, ce qui est énorme dans ce jeu-là, parce qu'à 10, la fin de partie se déclenche. Puis là, on regarde qui a le plus de points. Fait que tu peux gagner avec 10 points à ce jeu-là. Fait que t'en feras pas 80. Là. Fait que
c'est un jeu qui est quand même hyper tendu. Parce qu'il y a plein de décisions intéressantes au niveau du deck building. Il y a plein de décisions intéressantes au niveau de quand je me commets au combat. T'as aussi des petites cartes de traîtrise qui peuvent venir pimenter le tout puis faire des petites surprises des fois en combat que l'autre s'attendait pas. Tu peux même avoir des points de victoire cachés dans les cartes de conflit. Fait que tu peux avoir des petites surprises en fin de partie. Chaque joueur a un personnage, une faction qu'on incarne qui a un pouvoir passif et un pouvoir actif quand on va jouer notre Signet, l'anneau. Ouais, notre anneau de signature, qu'on va pouvoir, notre sceau de famille, là, dans le fond. Là. Fait que ça aussi, c'est le fun d'avoir ces deux pouvoirs-là. Fait que c'est vraiment un beau système de jeu. Ils ont déjà sorti 2 extensions au jeu. Fait qu'il marche vraiment beaucoup. J'ai juste joué la première, Rise of X, qui est super intéressante. Qui rajoute un plateau qu'on peut acheter des technologies. Qui sont d'autres pouvoirs qu'on va gagner dans le fond pour le reste de la partie. On peut acheter une espèce de tank aussi qui peut aller en combat qui est un peu plus fort. Puis on a certaines actions aussi de plus avec nos ouvriers qui sont intéressantes. T'en as une que tu montes sur une piste, puis là, quand tu la déclenches, tu vas faire l'action où tu es rendu sur la piste. Fait que c'est super intéressant. Ça donne un peu plus d'accès aux ressources, cette extension-là. Fait que je la trouve le fun. La nouvelle qui vient de sortir, Immortality, je ne l'ai pas essayé encore. Mais c'est vraiment un beau système de jeu. C'est vraiment un jeu qui est le fun. Qui est assez original aussi. Parce que, tu sais, oui, il y a le côté gestion, placement d'ouvriers, deck building, mais tu as aussi un aspect très confrontation, très combat. Fait que c'est quand même un beau jeu hybride, je trouve. Là. Il y a un petit peu de mécanique euro, un petit peu de mécanique Ameritrash. Il va un peu sur les 2 terrains ensemble pour faire quelque chose qui est assez unique et original. Donc, Dune Imperium, mon numéro 22. Alright. Tu as le don de faire des beaux liens parce que mon numéro 21, c'est un deck building. Il était dans mon top 10 la dernière fois. J'ai pas joué tant que ça dans les 2 dernières années, peut-être 4 ou 5 parties. D'après moi, il y aurait une chance de revenir à un meilleur rang si j'avais eu l'occasion de jouer davantage, donc de sortir des extensions, ce que j'ai pas fait les dernières fois. C'est Eminent Domain, qui est, selon moi, le deck building le plus sous-estimé, je pense, du board game. Eminent Domain, c'est un jeu de la défunte compagnie TMG, Tapestry Minstrel Games. C'est un jeu de Seth Jaffe. C'est le même qui a fait Crusaders Thy Will Be Done, qui est un très bon jeu, mais qui n'est pas dans mon top 100, mais qui est un très bon jeu. C'est donc un deck building où, dans le jeu de base, on va tout simplement tenter de faire des points de victoire. Et pour faire ces points-là, dans le fond, on va jouer des cartes, un deck building, on commence tout avec la même carte. Il y a une des extensions qui fait qu'on a une main variable, qu'on ne part pas tout avec la même carte, que je trouve hyper intéressante. Mais dans le jeu de base, on a toute la même main de carte, puis on a une série de cartes qui est dans le plateau central qu'on va pouvoir aller acheter. Puis l'idée, c'est que ce jeu-là, les cartes, à part les cartes technologiques qui sont des cartes spécifiques, les autres cartes ne coûtent rien. Fait que c'est toi qui vas décider quelle carte tu vas aller acheter. Tu vas bâtir ta main en allant chercher toujours davantage de cartes de base, mais d'un certain type. Si je veux explorer beaucoup, je vais aller chercher davantage de tuiles planètes que je vais pouvoir placer devant moi pour éventuellement coloniser puis marquer des points. Ben, je vais aller chercher des cartes d'exploration. Puis l'idée du jeu, c'est qu'à mon tour de jeu, je vais prendre une action de base, une action chacun des 5 types de cartes qu'il y a. Il y a l'action de production, de colonisation, etc. Toutes les cartes sont associées à une action. Fait que je vais commencer mon tour de jeu en jouant une carte puis en faisant son action. Puis ensuite, je vais décider c'est quoi mon action du tour, mon move du tour. Si je décide que je colonise, ben, je vais jouer autant de cartes de colonisation dans ma main que je veux. Puis là, par exemple, si j'ai une tuile qui dit elle prend 6 cartes de colonisation, ben là, si je pige 4 cartes de colonisation dans mon tour, je peux jouer mon action spéciale de début de tour. Puis ensuite, je vais dire ben, je joue mes 4 cartes de colonie, j'ai mis sur ma planète colonie. J'ai mis là. Tout le monde va pouvoir suivre mon action. Fait que tous ceux qui ont des cartes colonies dans la main vont pouvoir les placer sur leur planète colonie. Mais moi, je vais être le seul, parce que c'est moi qui ai pris cette action-là dans mon tour, à pouvoir dire, ben, ma tuile colonie, si j'ai le bon nombre de cartes dessus, je la flippe de bord, puis cette planète-là, maintenant, est colonisée, elle fait partie de mon empire. Puis toutes les actions vont fonctionner comme ça. Fait que si je veux faire une action de guerre, l'action de guerre, c'est pas que tu attaques les autres joueurs, c'est pas ce genre de jeu-là. C'est que les planètes, ils ont généralement 2 façons de se coloniser. Je peux les coloniser de façon pacifique, puis ils ont une valeur, ou je peux les coloniser de façon agressive, fait qu'avec l'action de guerre, puis ils ont une valeur différente. Une fois que j'ai des planètes, je vais pouvoir produire des ressources dessus, puis éventuellement vendre ces ressources-là pour faire des points. Fait que ça va être l'action de production puis de vente, produce trade, ou comme toutes les autres actions, plus j'ai de cartes de production dans ma main, plus je vais pouvoir en jouer un grand nombre en même temps, puis produire sur différentes planètes, puis éventuellement, quand je vais repiger ma main, si j'ai beaucoup de cartes de vente, je vais pouvoir toutes les jouer en même temps. Fait que toute la stratégie du jeu vient de
qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux coloniser beaucoup? Fait que je vais me construire une main de cartes qui colonisent. Fait que je vais avoir beaucoup de cartes de colonisation. Mais là, à un moment donné, peut-être que je voudrais plus coloniser parce que j'ai assez de planètes, je vais pouvoir commencer à produire. Mais là, si j'ai juste j'ai 20 cartes dans mon deck, puis là-dessus, il y a 17 cartes de colonisation, mais je ne serai pas capable de produire. Je vais tout le temps piger des cartes de colonisation. Fait que tu as comme un équilibre que tu vas essayer de construire dans ton deck dans tes 5 cartes de base. Puis il y a une des actions qui est l'action de recherche qui te permet de rajouter dans ton deck, c'est elle qui te permet de rajouter dans ton deck des actions spéciales, des cartes particulières, des cartes qui vont faire des pouvoirs spéciaux qui sont les cartes de technologie. Mais là, tu vas avoir différents arbres de technologie que tu vas développer en fonction des planètes que tu as déjà colonisées ou que tu as déjà acquis pour avoir dans ton empire. Fait que ça va prendre 2 planètes de type métallique pour pouvoir accéder à telle carte. Ça va prendre 3 planètes de type tel type pour pouvoir accéder à telle autre carte. Ainsi de suite. Fait que tu peux pas acheter n'importe quoi non plus. Ça te prend un minimum de stratégie dans la façon dont tu vas builder tes cartes. Puis les types de planètes sont organisés en façon un peu thématique. Les planètes métalliques, ils vont aller plus vers les cartes qui vont être militaires, puis telle autre planète va aller plus vers tel autre type de carte. Fait que c'est vraiment un petit bijou de jeu extraordinaire, simple à expliquer, toujours satisfaisant parce que tu peux toujours jouer dans le tour des autres. Puis tu peux te construire des tours méga parce que si on joue à 4, j'ai toujours le choix pendant le tour des autres. Soit je suis l'action, David il dit je colonise, soit moi aussi je colonise, soit je pige une carte. Je colonise pas, je pige une carte. Là, après, Patrice il dit moi j'attaque pas, je pige une carte à la place de. Fait que tu as toujours le choix de piger une carte à la place de suivre l'action. Fait que des fois, tu commences ton tour de jeu, tu as 8-9 cartes dans tes mains. Fait que là, tu peux faire plein d'affaires. Fait que c'est hyper satisfaisant. Tu gardes tes cartes en main. C'est pas le genre de jeu que tu défausses tes cartes en main de ton tour. Fait que tu peux te builder ta main, construire ta main pour éventuellement faire ta grosse action que tu veux faire. C'est vraiment très, très cool. Je veux y jouer plus souvent. Domaine. Je suis curieux de voir si un éditeur va le reprendre dans les prochaines années. Il serait le fun. Puis lui, c'est un jeu qui gagne avec chacune des extensions. Il y a la dernière extension que j'ai pas tant joué dans ma vie, mais il y a une extension qui te permet qui approfondit l'aspect militaire du jeu. Parce qu'étrangement, ils ont comme 3 types de vaisseaux dans le jeu, mais ça va rien. Il faut juste compter le nombre de vaisseaux que tu as. Puis il faut que tu dépenses des vaisseaux pour pouvoir prendre le contrôle d'une planète. Il y a une extension, c'est sûr qu'il y avait pensé d'avance, mais il y a une extension qui vient donner une valeur à chacun des 3 vaisseaux puis qui modifie à quoi ils servent. C'est les mêmes vaisseaux que dans la première édition d'Eclipse d'ailleurs. C'est exactement les mêmes unités de plastique. Ils ont acheté les restants d'Eclipse, c'est sûr. Puis, il y a une extension qui, entre autres, donne des rôles différents aux joueurs en début de game. Fait que, qui est super intéressant parce que ça facilite un peu le jeu là, quand tu le montes parce que ça te donne un peu de direction. Je commence avec plus de cartes de colonie dans ma main. Fait que je vais commencer avec ça le temps que je comprenne comment ça marche. Puis je vais pouvoir m'étendre ailleurs par la suite. Ça ajoute d'autres cartes, technologie et tout ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un excellent, excellent jeu. J'espère qu'ils vont en faire une réimpression un jour sous une autre bannière. C'est possible. On le souhaite. Pour terminer ça, mon numéro 21, c'est aussi un jeu de science-fiction. J'ai nommé Nemesis. Ah oui, des poolers qui vont être déçus. Là. Ouais, moi le premier. Donc, Nemesis, un jeu semi-coop, où on peut jouer coop ou solo, là, mais qui est pensé pour être joué semi-coop, pour justement créer un climat de suspicion entre les joueurs. On est sur un vaisseau spatial, on était cryogénisé, puis là on se réveille subitement, puis on se rend compte que un des membres de l'équipage a été tué par quelque chose qu'on ignore l'identité. Puis on commence à entendre des bruits dans les conduits d'aération du vaisseau. Fait que là, on pense qu'on n'est plus tout seul dans le vaisseau, qu'il y a des intrus à bord, qui sont effectivement des espèces de gros aliens qui essayent de nous tuer. Puis nous autres, on essaie de se promener dans ce vaisseau-là. On vient de se réveiller. On a le cerveau un peu gelé encore. On se souvient plus trop où sont les salles du vaisseau. Puis on se promène. Puis on va essayer d'accomplir un objectif personnel. Fait que chaque joueur, au début de la partie, a 2 cartes d'objectif. Un de corporation, un personnel. Sur chaque carte d'objectif, il y a souvent 2 façons de gagner pour le joueur. Puis on va essayer d'accomplir ces objectifs-là. En fait, un de ces objectifs-là. Puis plus on avance dans la partie, plus on va se déplacer, on va découvrir des salles, puis plus on fait du bruit en se déplaçant dans ce jeu-là. Puis si à un moment donné, il y a trop de bruit, qu'on doit mettre un deuxième bruit à un endroit qui en a déjà un, mais on va faire une rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître un alien. Puis on va devoir le combattre ou essayer de se sauver lamentablement, parce qu'ils sont vraiment forts, les aliens, dans ce jeu-là. Puis dès qu'il y a un alien qui est apparu sur le plateau, on va devoir conserver seulement une de nos 2 cartes d'objectif. Fait que là, on va vraiment se commettre à une de nos 2 cartes. Puis c'est celle-là qu'il faut accomplir pour gagner la partie.
Mais c'est aussi un jeu de survie, parce que faut pas juste que tu fasses ton objectif pour gagner, il faut que tu le fasses, mais il faut que tu survives jusqu'à la fin de la partie. Fait que soit que d'amener le vaisseau sur la Terre, ou bien de te sauver dans une capsule d'évacuation, ce qui est la façon la plus souvent qui arrive le plus souvent. C'est rare que j'ai rarement vu le vaisseau, je pense que j'ai jamais vu le vaisseau arriver sur la Terre, honnêtement. Tout le temps quelqu'un qui fait sauter l'autodestruction ou que ça va mal à un moment donné, puis c'est ça. Fait que aller aux capsules d'évacuation, c'est plus fiable. C'est un jeu qu'on va avoir un système de cartes pour faire nos actions. Fait qu'on a un deck de cartes qui représente notre personnage, sont tous différents. Fait qu'on a des rôles comme le capitaine, le mécano, le pilote, le soldat, etc. Puis tu peux faire des actions de base en défonçant des cartes, comme te déplacer ou attaquer ou des trucs comme ça, ou fouiller ou activer une salle, mais aussi tu peux faire les actions qui sont sur tes cartes. Fait qu'il y a certaines actions spéciales qui sont sur tes cartes, qui sont reliées à ton personnage aussi. Puis on va faire ces actions-là pour essayer de survivre puis d'essayer d'accomplir nos objectifs. C'est un jeu qui a tout le temps plein de rebondissements parce que justement, c'est un jeu qui est difficile, qui est violent envers les joueurs. C'est pas un jeu de dungeon crawl ou de hack and slash. Là. Tu tueras pas une tonne d'aliens dans ta game. Là. Tu tombes contre un alien adulte en 1 contre 1, tes chances de survie sont genre de 30% si tu essaies de te battre. Là. Fait que, tu sais, c'est peut-être mieux de te sauver ou si t'es vraiment bien armé, ok, essaye-toi, mais c'est pas facile. Tu es un adulte tout seul. Fait que c'est le genre de jeu qui a plein de mécaniques qui t'encouragent à te promener en paire, 2 par 2, parce que t'as plus de chances de survie. Tu fais moins de bruit aussi quand tu te promènes à 2. Mais est-ce que l'autre il te suit parce qu'il veut te nuire ou il y a un objectif qui veut que tu meurs? Parce qu'il y a certains objectifs, c'est genre tuer le joueur 2 ou tuer le joueur 3. Mais tu peux pas t'attaquer en tant que tel dans le jeu. Fait que c'est vraiment. Tu vas essayer de mettre l'autre dans une situation inconfortable ou de l'enfermer dans une salle qui est en feu, l'enfermer avec un alien ou des trucs comme ça. Fait que c'est comme, il me suit-tu pour me faire chier ou il me suit vraiment pour m'aider? C'est comme tu le sais jamais dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment la beauté de ce jeu-là, c'est le côté suspicion, le côté de. On est un peu selfish, mais en même temps, si on s'aide pas, personne va survivre là, à cette affaire-là. Là. Puis c'est le genre de jeu que j'ai des games, que tout le monde meurt. Puis on est comme. On a tous eu du plaisir pareil, on a tous eu du fun, mais tout le monde est mort parce on s'est pas assez aidé, on s'est pas fait assez confiance, mais ça a vraiment mal été, là, mais Puis on a une petite pensée pour Jules. Là. Une petite pensée pour Jules qui a fait exploser le vaisseau à la dernière game, qui a tué tout le monde. Mais voilà, fait que c'est tout le temps des expériences mémorables, c'est vraiment un jeu que tu vas jouer pour son thème en premier. Parce que c'est un jeu qui est quand même lourd de règles, qui a quand même 10 millions de petits détails. C'est un jeu qui est le fun si tu as au moins un joueur qui connaît les règles très par cœur, parce que justement, c'est pas un jeu que tu veux plonger le nez dans le livre de règles trop souvent pendant la game, parce que le livre de règles il est pas fameux sur son organisation. Fait que c'est pas facile de retrouver les informations. Mais si tu as quelqu'un justement qui te le rend accessible puis le fun, c'est vraiment une belle expérience à chaque fois. J'ai toujours du fun à le sortir. J'ai déjà joué 2 games en 2023. Fait que c'est le genre de jeu que j'essaie de sortir comme 2-3 fois par année. Puis comme, je suis tout le temps content d'y rejouer puis de le faire connaître à d'autres mondes. Puis c'est tout le temps mémorable. Donc Nemesis, c'est vraiment un beau jeu thématique. Encore une fois, c'est du Ameritrash pur parce que le thème passe avant tout dans ce jeu-là. C'est la chose la plus importante. L'immersion, le thème. Puis le reste en découle de ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est mon numéro 21. Nemesis. C'est quoi, Pinsky qui le fait, lui aussi? Ouais, c'est quoi, Pinsky? Quand même. Ouais, puis ils ont sorti un spin-off qui est Nemesis Lockdown. Puis ils ont annoncé qu'il y en a un troisième qui est annoncé. À la fin 2023, ils vont avoir une campagne GameFound pour leur troisième jeu. Qui ont dit à date qu'elle allait être un peu plus axée sur le combat. Qu'elle allait encore être plus collée sur Alien. Mais bon, c'est un autre débat. C'est pas Adam, c'est lui qui a designé aussi Lords of Alice, si je me trompe pas, qui est un jeu que j'avais nommé il y a plusieurs segments, puis Frostpunk, un jeu que j'avais pas joué en janvier. This War of Mine, c'est lui aussi, me semble. Je pense pas, par exemple, This War of Mine. Ok, je pensais que c'était lui. Il était peut-être impliqué dans le développement. C'est lui qui a fait Origins First Builder. Oui, c'est vrai. Il a fait Terracotta Army. Oui, c'est vrai, c'est lui-ci. Ouais, tu vois, Adam, il a fait du stock. Mais oui, Nemesis, ça reste pour moi son gros hit, son gros jeu qu'il a fait. Ouais. Qui est assez il doit être rendu dans le top 30 comme faut là, sur Board Game Geek. Nemesis, il est 19. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Il descend les échelons. Il a fait beaucoup d'adeptes, ce jeu-là. Fait qu'une expérience thématique, science-fiction, d'horreur, là, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut jouer.
Fait que c'est Nemesis qui conclut ce 8e segment de notre top 100. Il nous en reste déjà seulement 2. Oui. Donc, on vous invite à la maison, évidemment, à laisser comme d'habitude vos commentaires sous la vidéo pour discuter des choix qu'on vous a présentés aujourd'hui. Puis, bon, dites-nous si vous aviez pris certains de ces jeux-là dans votre pool pour notre top 10. Hein, ça se pourrait. Hein? Ouais, ben moi-même, mon top 10 de David, il est déjà plus parfait. Non, moi aussi, je n'ai perdu quelques-uns du tien. Fait que... Voilà, fait qu'il nous en reste seulement 2. Fait qu'on vous présente ça dans les 2 prochaines semaines. D'ici ce temps-là, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, justement, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne accès à notre serveur et communauté Discord. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao!